Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parlait aujourd'hui. Nouvel épisode au sein de la chaîne YouTube Le Podcast. Au-delà du générique, épisode 1 cette fois-ci, avec mon très cher acolyte, le Vagabond. Salut tout le monde. Et aussi de nouveaux chroniqueurs avec nous aujourd'hui, mon très cher Amine. Au plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Et mon très cher Riyad. Comment vous allez, les gars? Très bien, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, c'est Ça avec fait plaisir. toujours plaisir. Ouais. Toujours plaisir. Au sommaire de ce podcast, au-delà de la news avec notre très chère chroniqueuse Shanice, où vous la verrez parler de l'actualité du cinéma cette semaine, ce qu'on avait de prévu dans ce monde-là qui est le 7e art. Au-delà de la critique, Smashing Machine, le dernier film avec le grand, l'unique, 1m95, 120 kg, The Rock, Dwayne Johnson. Et est-ce que là, on a vu un vrai acteur cette fois-ci? C'est la question. On va savoir ça dans la critique, n'est-ce Bien pas? évidemment, tranquille, on a tout le temps. Tranquille. Et pour terminer ce podcast, nous avons justement l'honneur d'avoir Amine et Riyad avec nous en tant que chroniqueur, mais également en tant que réalisateur et acteur. Et oui, ils ont réalisé, enfin Riyad a réalisé son court-métrage, son premier court-métrage, Le Cid, inspiré du roman du même nom, avec comme acteur principal Riyad et son très cher ami Amine. Maintenant que le sommaire est dit, fin de l'introduction. Timing parfait encore une fois, hein. Je suis trop fort. Ah, on commence à avoir C'est vrai, l'habitude. ça. on commence à avoir Carré, frère. Ah, c'est ouais. comme ça. Et première prise, hein. Et on va voir pour la note si ça va être pareil. Ah Là, à chaque fois, je me trompe. À chaque fois, j'arrive pas à être dans le rythme. Alors, mes amis, donc, comme je vous l'ai dit, au-delà de l'actualité, Shanice, c'est à toi. Merci, Shanice, pour ces informations. Bref, maintenant, on va aller dans le plus gros du podcast. Au-delà de la critique, Smashing Machine, bah, monsieur Rémi, je vous laisse à vous. Ben, écoutez, ça parle tout simplement d'un boxeur. Comment il s'appelle? Alors, déjà, c'est un combattant de Un MMA. combattant de monsieur Bayer. MMA joué par Dwayne Johnson, Mark Kerr, qui est invaincu jusqu'à que, à un moment donné, il y a des règles qui sont rajoutées et malheureusement une règle enfreinte qui lui fait quand même perdre le match alors que c'est l'adversaire qui enfreint la règle. Et là commence du coup la dégringolade du combattant qui va arrêter certaines choses et qui va se prendre la tête avec sa femme du coup parce que leur relation va être différente. Je vous laisse voir le film afin de faire votre avis là-dessus et voir l'évolution du personnage qui a réellement existé d'ailleurs. En effet, c'est C'est une un histoire vraie. biopic, c'est un biopic sur du coup le début du MMA quoi. Alors, il faut savoir que le film est réalisé par Benny Safdie, qu'on a pu voir en tant qu'acteur dans le film Oppenheimer, réalisé par Christopher... Oh, j'avais failli me tromper. Christopher Nolan. Et on a dans le rôle principal The Rock, Dwayne Johnson, Emily Blunt qui joue le rôle de sa femme, qui joue Dawn dans le film. Et le reste de l'acting, enfin la majorité des acteurs, sont des vrais combattants Oui, voilà. qui ont vraiment existé, comme Alexander Usyk. Et on a même le coach de The Rock dans le film, qui est réellement le coach de Mark Kerr dans la vraie vie. Franchement, ils sont impliqués. Et le budget de ce film est de 50 millions de dollars, dont 20 millions pour The Rock, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Je pense qu'en fait, ça a diminué son petit chèque, à mon avis, il a diminué à cause de sa popularité qui diminue elle aussi. Tu vois. Mhm. C'est pas... Alors là, il est encore producteur dans le film. Hein. Oui. Et vous, les gars, justement, bah, on va aller d'abord dans ça, parce qu'on parle de The Rock. On va parler des catcheurs qui comment dire, vont faire un changement d'emploi, on va dire. Ils vont devenir des acteurs. Ben justement, Riyad, Amine, à tour de rôle, est-ce qu'il y a un acteur, enfin un catcheur qui est devenu acteur qui vous a dit, ouais, il a certes la tête de l'emploi, mais également, il peut vraiment faire quelque chose dans ce Il a milieu-là. le potentiel, il a réussi à montrer qu'il savait jouer quoi. À vous l'honneur. Ça marche. Ouais, moi, clairement, celui qui sort du lot, c'est Dave Bautista. Dave Oui. Bautista, pour moi, il est ce qu'on peut considérer un acteur au-delà de sa carrière dans le catch, à la WWE. John Cena s'en sort très bien aussi, je trouve, surtout dernièrement, avec ses dernières prestations, surtout avec James Gunn Peacemaker. en tant que Peacemaker, justement. Mais oui, il avait commencé bien avant avec The Marine, des films très ancrés américains, très patriotiques américains et tout. Il s'enfermait un peu dans une bulle à l'époque. Il avait arrêté pendant un moment, il me semble. Mais ouais, Batista, pour moi, c'est celui qui vraiment se démarque en tant que comédien. Il a fait autant de la comédie que, on va dire, du divertissement avec les Marvel, que d'autres choses. Et ouais, après, c'est vrai que The Rock, il a entrepris ce chemin, on va dire, plus ou moins avant eux ou en même temps qu'eux. Mais c'est celui qui a perduré, celui qui a le plus, on va dire, qui a le plus tiré son épingle du jeu en tant que considération
de comédien. C'est-à-dire que les gens ont plus facilement l'impression de voir The Rock en tant que comédien, en tout cas avant les autres, je pense, que John Cena ou Dave Bautista qui ont encore eu cette étiquette de catcheur qui essaye d'être acteur pendant un plus long moment, je pense. Pour l'information, il faut savoir que les catcheurs qui deviennent acteurs, ça vient pas d'hier, hein, c'était il y a bien longtemps. Hulk Hogan, par exemple, est entré dans ce milieu-là. Bon, c'est un acteur de pacotille, avec tout le respect, mais il était devenu acteur. André Le Géant, qui a joué, qui est français au passage, qui a joué justement un rôle qui représente, enfin, qu'il avait vraiment la tête de l'emploi, c'est-à-dire un grand gaillard, entre guillemets, tout gentil. Et on a un acteur français, justement, qui de base était catcheur et qui a fait une grande carrière dans le monde du cinéma. Est-ce que tu te rappelles de son nom ? De tête, non, pas du tout. Il s'appelle, ça commence Ventura, je crois. C'était Ventura, je crois que c'était. C'est un très très bon acteur français qui de base est catcheur. C'est un catcheur français. Lino. Et Lino Ventura, exactement. Ventura, Lino Ventura, qui est de base un catcheur, qui est devenu acteur. Et maintenant, aujourd'hui, on le connaît plus en tant qu'acteur que catcheur, justement, la preuve. Vous n'étiez pas au courant. Ah non, et toi, pas du tout au courant. Mais tu sais que les personnes lambda qui n'auront pas le catch, pour eux, c'est des acteurs normaux. Oui. Par exemple, ma mère, Hulk Hogan, pour elle, c'était un acteur de base, tu vois. Ah, pas bête ça. Moi, j'ai pas pensé parce que forcément, enfin, je sais pas. Parce qu'il faut penser aux spectateurs lambda, pas forcément à ceux qui regardent le catch ou ceux qui s'intéressent. Oui, parce que nous, on a grandi avec la WWE, tout ça. Et mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent les considérer comme des. Pareil, il y a beaucoup de personnes adultes qui sont plus âgées que nous. Dwayne Johnson, pour eux, c'est juste un acteur. Alors que il a plus fait de catch que de. Bon, donc, après, même lui, il fait en sorte de se dégager de ce rôle-là, parce que justement, lui, il veut de plus en plus. De base, au début, dans le casting, on l'appelait The Rock, comme son prénom de catcheur, pour être plus mis en avant. Parce qu'il faut savoir que la majorité des films que The Rock a fait dans son début de carrière, sont produits par la WWE, qui est la plus grande organisation de catch au monde. Et bon, ils ont produit beaucoup de daubes. Hein. Je pense à The Marine avec John Cena, il a commencé comme ça dans le monde du cinéma. The Rock, lui, a fait beaucoup de films, entre guillemets, comiques. Par exemple, Le Roi Scorpion, qui est un spin-off de La Momie, est produit par la WWE. C'est vrai qu'il a joué dans ça. Oui. Ça, c'était chaud, ça. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est le moins mauvais des Rois Scorpions de toute la saga. Mais bon, ça reste pas bon quand même. Voilà, après, il a joué dans Maxi Papa. Après, ça, c'est les trucs comiques. Ça, c'est les trucs comiques. De base, il faisait beaucoup de comiques. Et ensuite, il s'est enfermé justement dans le rôle de je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus grand. La preuve, à un moment, il avait même. Papa cool. Je suis le papa cool, j'ai le sourire, je fais ça avec. Attends, je vais le refaire. Je fais ça avec le sourcil, tu vois. Et en fait, le souci, c'est qu'il s'est enfermé dans ce rôle-là. Au début, ça marchait bien parce que les gens venaient voir pour The Rock. Mais au bout d'un moment, quand The Rock a perdu sa fame, il a dû se renouveler. Se renouveler. Soi-disant, c'est ce qu'on nous a dit sur Smashing Machine. Après, je sais pas. Attends. Après, je sais pas. Parce que si je pars du principe qu'il a essayé de se renouveler qu'à partir de là. Ah ouais, c'est sûr que. Ah bah là, c'est qu'à partir de là. Il a essayé avant, hein, mais ça marchait pas. Hein. Quel film? Je l'ai noté d'ailleurs dans mes notes de Smashing Machine. C'est rare de le voir pas sourire dans un film. Il a pas souri quasiment dans le film. Et il y a pas que ce film. Il y a d'autres films, genre par exemple Skyscraper. Ouais. Mais là encore, c'est toujours le rôle du mec. Je suis le plus beau, je suis le plus fort. En plus, je suis le plus fort, même handicapé. Hein. Handicapé, mais c'est pas ça. Mais c'est juste qu'en fait, il était moins souriant. Il était plus dans la plus tension. sérieux Genre, il était pas en mode je suis trop fort. Tu vois qu'à chaque fois, il fait en mode allez hop. Ouais, mais c'est vrai que même quand il a des rôles comiques, il a toujours un peu cette allure d'action man à savoir tout faire. Même quand justement c'est pas forcément le genre de film, comme tu le disais, que le film soit sérieux ou drôle, c'est quand même l'archétype du héros, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que sortir de ça, même quand il faisait Papa Cool, c'était quand même un héros. Enfin, c'est toujours ce truc de action man. Pour moi, c'est vraiment un truc action man. Genre, c'est une catégorie réelle. G.I. Joe. Ouais, voilà, clairement, tu vois. G.I. Joe. C'est littéralement ça. Et donc, ouais, pour moi, c'est peut-être la première tentative d'émancipation de cette étiquette, je trouve. Je dirais même pour The Rock, là où moi je l'ai vraiment bien senti à un moment donné dans sa carrière, c'est quand il avait joué dans Ballers. Bon, c'était une série. Et là, il était vraiment beaucoup plus dans quelque chose qui était dans sa couleur et on perdait. Bon, il était toujours dans ce truc un peu grand et beau, mais c'est ce qu'il est physiquement. Oui, il est grand, costaud, etc. Mais qu'il y avait quand même un peu plus de matière. Bon, après, c'est une série, c'est différent. Mais en tout cas, au niveau de son acting, au niveau de ce qu'il proposait, c'était plus intéressant que sa filmographie classique, où là, il était vraiment sur des cases dans lesquelles on le mettait et que derrière, il y a un peu on va dire une perte de fame au fur et à mesure. Et là, avec un film comme Smashing Machine, il essaye de peut-être prouver un peu plus, même aller là, comme a dit Riyad juste avant, vis-à-vis de Batista. C'est qu'aujourd'hui, je pense The Rock, il essaye d'aller à l'endroit
ou Batista là et en ce moment avec un film comme Smashing Machine. Oui, totalement. Parce que Batista, qui lui a fait un peu comme The Rock au début, il a été juste un mec fort, bourrin, rigolo, qui a essayé maintenant, plus ça va, et plus il essaie d'être dans des films d'auteur ou des films, on va dire, avec un peu plus d'acting différent. Dans pas longtemps, il va jouer dans le prochain Martin Scorsese. Hein. Oui, bah oui. Ouais. Tu vois. Donc on va dire que c'est un objectif de sa part, mais c'est vrai, la série, on est d'accord, c'est la série où il gère un club de baseball. Hein. Il est agent, il me semble. Il est agent dans un club de baseball. Agent, ouais. Il a aussi joué dans sa de NFL. de NFL. Dans sa série où ça parle de son enfance littéralement. Donc là, en gros, je vais pas dire les termes exacts parce que sinon on va être censuré, mais en gros, on va dire je me caresse dans le sens du poil. Quoi. C'est à peu près ça. Ah, tu parles de son autobiographie. Young Rock, ça s'appelle la série. Ouais. Et en fait, le but dans cette série, c'était un The Rock qui voulait devenir président. Oui, donc voilà. en gros, il raconte son enfance. Moi, je pense qu'il y avait un peu de vrai dans ça. Je pense que dans Il y son avait meilleur totalement scénario, du vrai. Parce que pour lui, il était là en popularité. ah bah oui, il était là-haut. Pour Hein. lui, c'était le roi des pirates. Il y avait même un sondage où justement, limite la moitié des Américains auraient bien aimé l'avoir comme président. En fait, ils voulaient faire un Schwarzenegger, sauf que Schwarzenegger ne pouvait pas être président parce qu'il n'était pas américain de nation. Donc voilà. Bon, là on a parlé de The Rock, mais maintenant on va parler justement pour voir s'il a réussi à se séparer du rock et de devenir vraiment Dwayne Johnson. Là, je vois la tête de Rémi, j'ai peur. Non. Donc, Smashing Machine est un biopic sur Mark Kerr, on l'a expliqué. Mark Kerr qui est un ancien combattant de MMA et il a combattu dans, certes, l'UFC, qui est la plus grande organisation de MMA au monde, également dans le Pride, qui était le concurrent de l'UFC à cette époque, qui justement se déroulait principalement dans le pays du soleil levant, qui est le Japon, le pays préféré de mon gaillard juste à côté de moi. Et en fait, justement, Mark Kerr est un personnage, alors on va dire l'athlète pour vous dire qu'est-ce que devait jouer The Rock. Il devait jouer un personnage qui est drogué, aux antidouleurs, un combattant, musclé. Bon, ça, The Rock, il n'a pas besoin. Je pense qu'il est déjà drogué à quelques substances, et tu vois ce que je veux dire. Non, pas totalement. Mais par contre, il a totalement changé de corps. On est d'accord que c'est plus du tout le même corps. Le The Rock de maintenant Ah oui, il a beaucoup fondu. Hein. Non, mais puis même, genre, j'ai l'impression que c'est même pas la même carrure, tu vois ce que je veux dire? Bah, je pense que, en fait, il a dit qu'il a eu un problème de santé. On se demande pourquoi, hein, voilà, avec tout le respect. Et en fait, il a dû se dire, bon, finalement, la picouse, si tu vois ce que je veux dire. Finalement, c'est pas. Dans ce film, la potion magique, elle est pas si magique que ça. Hein. Autant dans les autres films, tu vois, enfin, dans la vie de tous les jours, il était fin, musclé, mais fin, tu vois. Il était taillé en mode V. Ah non, mais là, il est énorme. Il est énorme. Genre, c'est un énorme. bloc. Bah, moi aussi, je me suis demandé, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est une question de comment ça s'appelle, de prothèse, genre de technique de FX. J'y ai pensé. Ou alors vraiment chaque scène a été tournée après qu'il ait vraiment eu le pump, c'est-à-dire qu'il s'envoyait sans abdos, sans pompe, sans curl avant chaque scène pour avoir vraiment encore plus cet effet de complète congestion à la mort, quoi. Bah, c'est ça, parce que moi, franchement, la première fois que j'ai vu du coup la bande-annonce, je me suis dit, c'est du deepfake. Ouais, pour moi, je suis sûr qu'il y a un travail FX en tout cas, parce qu'il y a un truc, même son visage. Même le visage. Et au début du film, je me suis dit. Ils ont l'habitude de rajeunir les acteurs. Ouais, mais là. Changer pour qu'ils ressemblent plus. Là, le regard, c'était chaud. Ouais, là, vraiment, il y avait un truc dans le regard, c'était pas le même. À mon avis, ils ont dû retaper au PTM, comme on connaît. Bah, justement, c'est à ça qu'on va essayer de dire est-ce que c'est du jeu d'acteur ou est-ce que c'est du FX? Ah, pour moi, c'est les deux, ça fait partie. Genre, je veux dire, un comédien, il a son costume, je veux dire, il a ses accessoires, il a. Je veux dire, il y a tout un jeu à trouver avec ce qu'on te donne dans une scène. Même toi, d'ailleurs, tu dois le trouver. Je veux dire, des fois, t'es dans une scène, il y a du décor et tout. C'est pas fait pour que tu joues avec, mais dans une scène, dans une des prises, peut-être tu vas jouer avec. Pour moi, ça vaut autant que le maquillage ou que quoi que ce soit. Enfin, ça fait partie en fait de la force de proposition du comédien. Et si on lui donne ça, il doit jouer avec. Je veux dire, pour moi, c'est la même chose. Il faut savoir aussi que le personnage, justement, là, tu parles des effets. C'est le seul film dans mes souvenirs que à l'introduction du film, on montre le réalisateur, les acteurs, on met en avant celui qui fait le maquillage. C'est très rare, ça. Hein, c'est très, très, très rare. Ça veut dire qu'ils ont vraiment pris souvent quand même. On le voit plus souvent. Ouais, de plus en plus souvent. Surtout quand il s'agit de prothèses. Monte Cristo aussi. On avait je sais plus, Rachel, notre maquilleuse Rachel qui a fait le CID. Elle le connaît, mais j'ai oublié son nom. Mais vous le retrouverez facilement, je pense. Il est très connu, il travaille avec les Américains, il est français, hein, mais c'est lui qui fait apparemment les meilleures prothèses au monde. C'est lui qui a modifié le visage dans Monte Cristo, je sais pas, vous l'avez vu, j'imagine. Oui. Ouais, voilà. Et ouais, c'est un métier, une branche du métier dont on se rend de plus en plus compte au fur et à mesure du fait que ça revient remplacer maintenant les effets spéciaux.
avec un savoir-faire qui est déterminant. Là. En fait, le problème, c'est que les effets spéciaux, FX, CGI, etc., Ouais. ça vieillit très mal, alors que le tangible, le maquillage, les prothèses, etc., franchement, même si tu vois que ça en est des prothèses, ça paraît plus réel que la CGI. Tout à fait, ouais. Du coup, ça vieillit bien mieux que... Grave. Et c'est pour ça qu'il faudrait féliciter plus les gens qui travaillent là-dessus, parce que c'est énormément de travail, je trouve. Et même, ça participe beaucoup à cette chose, je pense, pour The Rock, où il a beaucoup du mal à sortir de son image. Ben, pour la première fois, franchement, bon, spoiler, j'ai pas regardé tout le film, j'ai regardé 1h10. Oh, miséricorde. Tom, Il a pas fait comment les se devoirs fait jusqu'à la fin. Tom, hule, s'il te plaît. Hule, parce que c'est grave ce qu'il a fait. Mais 1h10, ça suffit à voir que on le reconnaît pas. Il s'y attendait pas. Et oui, le public. Mais pour la première fois, vraiment, on n'est pas dans ce truc où on le reconnaît direct avec son gros crâne, sa grosse carrure, tout ça. Ça veut dire que vraiment, tout ce travail au niveau de la FX, du maquillage, fait qu'on sort déjà dès le début de cette image de The Rock, le catcheur. On rentre dans autre chose. Et c'est ça qui, je pense, qui apporte déjà un peu plus au film et qui, lui, doit le servir de sortir un peu ça vis-à-vis du public. Entièrement d'accord, ça l'aide beaucoup plus à sortir de son rôle. Le fait qu'il n'y ait plus de crâne chauve, là, il a une coupe de cheveux, enfin, il a des cheveux, à part la fin, enfin, le fait, le crâne rasé, c'est nuances différentes. Il a pas ses tatouages. Ça, par contre, j'ai trouvé ça fort parce que tu t'en rends même pas compte sur le coup qu'il a pas les tatouages. C'est aussi pour ces raisons-là que je me suis dit, c'est pas son corps en vrai. Au début, je me suis dit, c'est pas son corps. Là en où vrai. je me suis le plus choqué, c'est quand, ça, c'est même pas un spoil parce que vous pouvez trouver l'extrait sur YouTube. C'est l'extrait où il s'entraîne, c'est en mode mise en scène avec la musique de Frank Sinatra, My Way. En fait, à un moment, il se regarde dans le miroir en train de faire des curls. Le visage de The Rock, mais vraiment, on dirait Mark Kerr. Genre, vraiment, là, je me suis dit, comparé aux autres visages qu'on voit pendant tout le film, là, il y a sûrement de la VFX. Parce que c'est vraiment le seul moment où je me suis dit, non, là, c'est chaud, là. Ouais, pendant les moments d'entraînement, c'est chaud. Ouais. Mais au-delà du FX, il y a certaines scènes où tu le vois, et ça, c'est vraiment au cœur du propos pour le coup. Il lâchait des regards. Et alors, tu sais, indépendamment de tout le maquillage, de toute prothèse qu'il peut y avoir, où là, vraiment, il allait jusqu'à travailler le regard qu'il avait, l'adresse visuelle, pour changer son identité. Genre, il a toujours l'habitude, et surtout avec son fameux truc comme ça, de catcheur et tout. Il me semble pas là qu'il l'ait fait. Non. D'habitude, et justement. Heureusement, il l'a pas fait. Et d'habitude, c'est un truc, c'est un peu sa gimmick dans tous les films, il va le lâcher à un moment donné. Là, surtout, je parle des scènes où, vous savez, où il se drogue, etc. Il a ce regard un peu posé comme ça, les paupières à demi fermées. Je me dis. Ou même pendant l'entraînement, tu sais, quand il est exactement, assis. On le voit d'ailleurs dans ce passage où il est comme ça. C'est exactement écrasé. C'est de ça que je parle, voilà, exactement. Tu vois, là, pour moi, on parle vraiment de. Là, en termes d'interprétation, il y a eu un travail réel. Plus que The Rock, sourcil, machin chouette. Alors là, pour moi, ça contribue vachement à cette émancipation d'étiquette, comme on disait. Et même, ça, par contre, je trouve qu'ils en ont fait des caisses de voir The Rock pleurer. Par exemple, dans le film, The Rock pleure à 2 reprises. Et en gros, il pleure, c'est pas juste j'ai une larme, genre Monte Cristo, je mets un oignon, je commence à avoir les larmes. C'est vraiment, je me mets à chialer, genre. Je me mets à chialer. Et en fait, c'est très intéressant parce que la première moment où il chiale, c'est un plan séquence. On le voit rentrer dans un ascenseur, on voit l'émotion en train de monter. Et justement, le but, c'est de voir l'acting, là. Là, c'est vraiment le but, clairement. C'est limite, je suis sûr, c'est The Rock qu'il a dû voir le reste et dire, hey, je veux qu'on montre que je sais jouer. Moi, je veux l'Oscar, en fait. Oui, mais je vais me montrer, là. Ouais, c'est ça le truc que je me suis dit en regardant le film, c'est que pourquoi tu as pas fait ça avant? Alors, soit c'est la direction d'acteur, soit, comme c'est ce que je suppose, c'est le fait de jouer avec. Enfin, il a essayé de jouer comme les acteurs avec qui il était. Genre, ça, tu me l'avais dit au téléphone, ouais. Emily Blunt, excuse-moi, mais c'est une très bonne actrice. Oui, excellente. Et je pense qu'il a essayé de jouer avec le jeu d'acteur de Emily Blunt. Et d'être raccord, tu vois. Il pouvait pas être Dwayne Johnson qu'on avait avant. Il devait essayer d'être au même niveau. Et il voulait pas que ce soit pas le meilleur acteur de son film, tu vois. Pour une fois même, peut-être, c'est un rôle qui peut-être lui correspond pas totalement à ce qu'il est vraiment en tant qu'acteur, dans le sens où ça l'a vraiment toujours enfermé dans des cases, sachant que les cases dans lesquelles il a été enfermé, c'était des super productions, donc il allait jamais déroger, que ce soit Fast and Furious, Jumanji, ça veut dire qu'il reste vraiment sur quelque chose qu'il sait faire et dont on le reconnaît pour ça. Alors que là, vraiment, pour la première fois, et c'est pour ça que je pense qu'il doit être producteur du film, tout ça, c'est qu'il veut se relancer avec ce film-là d'une certaine façon, mais au niveau de son jeu d'acting. Là où tu vois Batista, un peu ce truc-là, il est dans un endroit de son travail où, ça y est, vraiment, tu vois que c'est un acteur qui propose vraiment du jeu. Comme ce que tu peux dire avec Emily Blunt, tu vois, que tu sens qu'il est dans... Tout comme Batista, il faut juste qu'il fasse les bons choix de film. De rôle. De rôle, oui, mais de rôle avec le film. Parce que forcément, si tu prends que des actionneurs,
enfin que des films d'action, tu deviens un actionneur et du coup tu joues toujours le même style de rôle. Ça dépend en vrai. Hein. Moi, en vrai, je suis à moitié d'accord parce que tu vois, et ça pour le coup, je sais pas. Je sais pas si c'est du fait de James Gunn parce que je veux parler justement des Gardiens de la galaxie, je veux dire des Marvel quoi. Ouais. Il a au début un rôle très rigolo, voilà, je sais pas quoi, c'est le stupide hyper fort du groupe. Et le comic relief. Oui. Ouais, voilà, mais au fur et à mesure des films, il a une sensibilité de fou. Et je sais pas si c'est de sa proposition à lui ou si c'est de James Gunn, mais en tout cas je remarque, c'est que c'est pas forcément le cas des autres personnages de l'affiche. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que Batista quand même il propose un truc un peu plus sensible, un peu plus émotionnellement parlant, genre un peu plus travaillé. Et pourtant dans un archétype très bourrin, rigolo quoi. Donc après, pour ce qui est des gardiens, parce que du coup j'ai regardé maintes fois les gardiens, il n'y a pas que Batista, c'est quoi il s'appelle Drax, qui a des moments genre, dire un peu émotionnels. Oui, bien sûr. Mais même dans ces moments émotionnels, excuse-moi, mais il fait le teubé. Il te sort des phrases. Ouais, bien sûr. Il reste stoïque. C'est juste des lignes de texte. Ouais. Il n'y a pas de acting particulier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le personnage, c'est pas l'acting qui fait. Je suis mais c'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est James Gunn qui l'a écrit ou réécrit pour lui ou c'est lui qui l'a proposé, mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas pour moi, dans cet archétype-là, ça aurait pu être du The Rock à 100% pour le coup. Oui. Et ça l'est pas. Un minimum, un peu, hein, pas beaucoup. Mais je trouve que c'est pas aussi bête et méchant que Jumanji ou que il y a quand même un tout petit peu de sensibilité. Jumanji, quelle merde. Ça a son public, ça a son public. C'est bien pour les enfants, il en faut pour tout le monde. Comme Minecraft. Crise cardiaque. Non mais je trouve que The Rock là pour le coup dans Smashing Machine, pour une fois, il y a un travail qui est différent. Et comme tu disais, là je te rejoins à 100%. Le fait d'avoir Emily Blunt, alors ça pour le coup je sais pas si c'est lui par ego qui est en mode je veux être le meilleur dans mon film et tout. Bah, je pourrais pas me prononcer. Je le connais pas. Hein. moi non plus je connais pas, mais peut-être un jour je travaille avec lui, du coup je vais pas cramer ma chance. Voilà. Donc pour l'instant. Non mais Zorak, moi tu sais que tu es l'exemple de réussite, frère. Oui. Voilà, j'ai rien à dire encore, j'ai ta carte. Franchement, toi, t'as réussi à monter. Certes, t'es descendu, mais t'es resté quand même très haut. Après, dans tous les cas, il nous casse la gueule, donc tranquille, les frères. À tout moment, je lui pète le. Tranquille, ouais. Fou, lui. Non, mais en vrai, là, pour le coup, dans tous les cas, que c'est volontaire ou pas volontaire, que lui, il veut faire par ego ou pas par ego, c'est quand même bien de travailler avec un acteur qui t'apporte quelque chose, avec une actrice en l'occurrence ici, qui, elle, a l'habitude de travailler beaucoup plus intensément et beaucoup plus, je dirais. Apporter un vrai travail dramatique en fait. C'est là où je te rejoins et je trouve qu'au contraire, je trouve pas que c'est de l'ego, je trouve qu'au contraire, ça l'a beaucoup aidé justement de travailler avec Emily Blunt. Pour se mettre au niveau. Voilà, après, dans la manière dont tu l'as dit, j'ai l'impression que tu le disais d'une manière péjorative. Non, mais parce qu'en fait, tu es avec une très bonne actrice qui a le second rôle, mais quand même qui a presque autant de temps d'écran que toi. Elle a peut-être 20 minutes de moins. Oui, elle a 20 minutes de moins. Il y a une période où elle est vraiment plus là, tu vois. Voilà, mais à part ça, genre, elle a le même temps d'écran et tu vas pas te dire, ouais, je vais faire comme avant, genre, je vais continuer à jouer mon Dwayne Johnson. Alors que elle est vraiment le personnage. Et à mon avis, sans compter l'ego, il s'est dit, il faut vraiment que j'arrive à bien jouer comme elle arrive à le faire. Je comprends pourquoi tu as cette sensation. Et c'est là où on va pouvoir faire la transition sur le scénario. Pourquoi tu penses ça? Moi je te dis pourquoi tu penses ça. C'est parce qu'en fait il n'y a pas l'empereur le guide. L'empereur va vous guider vers la réponse car il est la réponse. En fait le film ne te met pas de contexte. En fait si tu veux tu suis 3 ans de la vie de quelqu'un sans contexte. C'est-à-dire que même pas ils te disent sa carrière d'avant, ses défauts. Oui non mais ils te disent pas comment il est arrivé là, mais ils te disent tout simplement imbattable. Oui, il est tu le ressens, hyper populaire au Japon. Tu le ressens pas parce que déjà les scènes de combat c'est expédié. Ah oui, bah et c'est expédié et surtout il y a des scènes en fait, il y a des scènes où ils essayent d'être vraiment dans le vrai, c'est-à-dire être sincères. Mais puisqu'il y a limite pas un fil rouge, c'est-à-dire tu vois c'est un film où tu as scène après scène, scène après scène, scène après scène, scène après scène, mais sans plus derrière. C'est-à-dire qu'il va y avoir la scène où ils vont se disputer. Il y a la scène où il va s'entraîner, il y a la scène où ils vont se disputer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il n'y a pas d'évolution. C'est toujours la même chose. Et c'est pour ça que je pense que tu te dis, ben en fait, il essaye à chaque scène d'être au même niveau, mais puisqu'il n'y a pas trop le contexte, en fait, il n'y a pas trop de fil conducteur, ben pour toi, c'est à chaque fois, il essaie de refaire la même. Il essaie de refaire la même. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois, il va vouloir être bon en acting. En fait, il fait des scènes pour montrer qu'il sait jouer.
Oui. C'est-à-dire, c'est pas une scène pour montrer l'évolution du personnage. Là, c'est juste des scènes pour dire regardez, je sais jouer. Regardez, je sais me mettre en colère. Et là, pour le coup, c'est de l'ego. Bah, c'est peut-être de l'ego ou tout simplement de la direction du réalisateur qui est Benny Safdie, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un réalisateur dans ce film qui, justement, est là pour l'anecdote. C'est entièrement inspiré du documentaire de Smashing Machine du même nom qui est sorti en 2002. Et je vous garantis, allez voir le documentaire, il y a des scènes copier-coller en fait. Bah oui, mais Il y a des scènes copier-coller. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il voulait juste représenter ce qu'il a vu avec des scènes en plus. Et ça, c'est le gros problème selon moi du film. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est que ça fasse trop de documentaire. Je pense que c'est là où en vrai ça reste un biopic et que faut pas peut-être aller chercher plus loin que le format que c'est un biopic qui raconte la vie de quelqu'un. Et comme tu l'as dit, je savais pas que il avait vraiment, il s'est inspiré directement du documentaire jusqu'à reprendre des scènes. Et je pense que c'est ce côté biopic qui emmène en fait cet enchaînement de scènes parce que tu rentres vraiment en fait dans quelque chose de personnel qui se passe à ce moment-là de sa vie. Et en fait, pas qu'un seul moment. En fait, c'est vraiment plusieurs années. Du coup, tu peux pas te permettre de développer chaque année. C'est ça, bien sûr. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire des coupures. Tu montres les étapes importantes et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce truc, c'est vraiment cette succession, même au niveau de comment c'est filmé et tout ça, tu vois, ramener vraiment ce truc un peu personnel, intime. Et je pense que c'est là où tu as ce truc, pour reprendre un peu ce que tu as dit là au niveau de l'acting, que tu as l'impression que chaque scène est indépendante de l'une de l'autre au niveau de son jeu et qu'il n'y ait pas une continuité en fait totalement. Je pense peut-être c'est le format biopic et documentaire qui a dû peut-être pousser le réal à faire ça ou l'acteur derrière. Bien sûr, bien sûr. Mais après, le truc que j'ai soulevé au téléphone avec Sofiane, le sourire, Zinedine. Non mais, tu étais d'accord. Franchement, là on parle de réalisation de plans, de caméra, de manière de mise en scène et tout. On n'aurait pas dit une émission de Kim Kardashian? Ah, miséricorde. Oh là là, non, j'étais d'accord. Mais moi, j'aime le divertissement, bien sûr. Écoute, je suis d'accord. J'aime l'entertainment. Riyad, dans la voiture, je lui ai dit, parfois j'avais l'impression que c'était The Office. Bah oui, voilà. C'est en mode documentaire. Non, mais avec ça, les zooms et tout. Ouais, ça c'est un peu la DA, je pense à 24, parce que c'est un film à 24. Oui, c'est un film à 24. C'est un peu ce truc qu'ils ont, moi j'aime bien l'appeler, on va dire... le semi-indépendant. Ouais, blockbuster indépendant un peu, tu vois. Ouais. Ce truc de mettre énormément de budget dans un format très presque amateur en fait. Mais en soi, les studios A24, à la base, c'était que les scénarios que personne ne voulait. Mais c'est ça, tu le ressens dans l'identité de leur filmo. Mais pour en revenir justement, parce que moi je rejoins l'Empereur le Guide sur cet aspect. Il sait me parler. Il sait me parler, ce con. Non, mais quand on parlait, pour moi, si on parle de défaut du film, pour moi c'est le rythme, ça c'est sûr et certain. Oui. Mais là où je pense que ça n'a pas été dit, et je pense que c'est important de le relever, comme l'a dit Amine, c'est un biopic. Et des fois, dans les biopics, tu as des choix qui sont faits qui sont indépendants du réal, de la prod ou des comédiens ou quoi que ce soit, parce que ça raconte la vie de personnes et ces personnes-là choisissent de dire oui ou non. Les moments forts. Et donc ça peut aussi impacter le rythme et tout le canevas du film en fait. Et moi, je me le suis dit, peut-être qu'il y a cette scène-là, parce qu'il y a des scènes, je me suis dit, mais elle a rien à foutre là, en tout cas dans le rythme, elle est vraiment mal articulée. Et je me suis dit, soit peut-être que c'est, on va dire, un des véritables personnes que le film représente, qui a décidé à tout prix que cette scène soit comme ça et pas autrement, soit pour autre raison. Tu as la scène en tête? Tu parles de quelle scène à ce moment-là? Tu vois, il y a un moment, et en plus ça apparaît même pas forcément, c'est plus vers la fin du film, et c'est pour moi la partie la mieux rythmée du film. C'est quand alors t'as Marker et Dawn qui rompent ensemble. Donc là, mais c'est vraiment la rupture, elle casse le fameux bol, en plus hyper symbolique parce que c'est le bol de la rupture, celui qui est refait avec de l'or, machin chouette. Donc voilà, la scène symbolique et tout. Pour littéralement, genre peut-être même pas 10 minutes après dans le film, elle revient en mode c'est bon. Tu sais même pas pourquoi. Ils sont remaqués ensemble. Alors soit, et c'est ce que je disais tout à l'heure, soit il y a une scène, ils voulaient à tout prix montrer le mec qu'ils se sont remis ensemble à ce moment-là, soit il y a eu une scène de réconciliation qui a été coupée au montage final, mais il y a pour moi ça a été un peu c'était décalé, c'était pas vraiment bien articulé à ce niveau-là, mais il y en avait eu plus, mais c'est surtout vraiment la première heure du film, le début du film qui est vraiment à ce niveau-là, pour moi c'est un peu trop, ça va un peu trop dans tous les sens. Bah après, c'est un peu ancré dans les films qui marcheraient de notre génération. C'est en mode les films TikTok, tu sais, où il faut que ça soit rapide. Tac, 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 tac. Ouais, mais là, c'était rapide et plusieurs fois la même chose. Oui, mais parce que du coup. Au cas où, s'ils sont cons, en fait. T'as pas compris, je te le refais, t'inquiète. La génération perdue. Non, mais en soi, l'enchaînement d'actions, forcément, c'est des choix qu'a fait le réalisateur. Mais en même temps, c'est aussi des moments pour le personnage
qu'il a vécu. Et tu peux pas faire toutes les transitions de chaque moment. Sinon, le film durait 4 heures. Et les films de 4 heures, les gens n'aiment pas trop ça. Ah ouais, clairement. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a eu un parti pris qui a été fait, une sorte de compromis pour autant contenter, à mon avis, c'est que de la conjecture, hein, Oui. les personnes représentées, et à la fois pour le bienfait du film. Mais ouais, pour moi, il y a quand même, le film souffre vachement de ça, surtout la première heure du film qui est très. Ouais. Ouais, c'est une petite épreuve quand même. Pour ce genre de film, en plus, pour ce genre de trucs, on a l'habitude. Les films sur le MMA, c'est pas le premier. On a eu des films Warrior, par exemple, pour moi, qui s'en rapproche pas vraiment, mais dont on peut l'évoquer pour le comparer, Oui. qui respecte tous ces codes qu'on attend de ce genre de film, c'est-à-dire avoir des scènes de combat esthétisées, vraiment stylisées, avoir un canevas classique du il est fort, il est nul, rédemption, il gagne. Là, ce qu'on n'a pas du tout. Oui. Non, on l'a pas du. Et c'est bien, pour moi, c'est une bonne chose. Mais du coup, à trop vouloir sortir du canevas, à trop vouloir créer un chemin qui n'est pas pavé, ils se sont perdus un peu, pour moi, surtout dans la structure du film qui est la plus importante, c'est-à-dire les 2 premiers actes, en quelque sorte. Surtout aussi, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que généralement, les sports de combat, les films inspirés de sports de combat, c'est une personne qui va essayer de combattre une adversité, tu vois. Il va la combattre et mentalement et physiquement, on va réussir à le vaincre à la fin du film, généralement. Là, on a quelqu'un qui est déjà au top et qui a peur de chuter. Ça me fait penser à Raging Bull qui devient champion du monde, qui est une histoire vraie, hein, qui est champion du monde au milieu du film, même pas, hein, et qui va chuter. Donc là, c'est le truc typique. Là, on voit quelqu'un qui a peur de la chute, a peur de perdre. Au début, non, il n'a pas. Non, parce que pour lui, il ne perdra jamais. Il ne perdra jamais. Et en fait, il commence à avoir cette peur au moment des nouvelles règles où, justement, la seule chose qu'il fait à l'arbitre, c'est « Ah, il s'est trompé, il faut le disqualifier et tout. Oui. » Mais quand même, quand il va au vestiaire, il se met à chialer. Il se met à chialer tout simplement parce que dans sa tête... Il ne s'y attendait pas, mais dans sa tête, il a perdu. Et en fait, le fait qu'on choisisse un no-contest, en fait, il est dégoûté parce qu'il n'a pas gagné. C'est-à-dire que c'est un no-contest, c'est-à-dire il faut prendre une décision. Et en fait, le problème de ce film, c'est que puisque c'est des scènes indépendantes, c'est comme s'il n'y avait plus le fil rouge. Et le fil rouge de ce film, ce que voulait faire le réalisateur, selon moi, selon mon analyse du film, c'est un homme qui avait peur de perdre. Et ben, au moment où il perd, c'est là où il se sent libéré. Parce qu'à la fin du film... du coup, il se drogue plus après la première... Alors, il se drogue plus, entre guillemets, il se remet avec sa femme. Guillemets, on va dire sa relation est un peu plus normale. Et même ça encore, je suis désolé, ils le mettent juste à l'écrit parce que la dernière scène entre les deux, il y a une meuf, elle commence à sortir le flingue avec tout le respect. Ouais, j'avoue. Tu vois, ça, pour moi, c'est le genre de scène précisément qui a été qui a été, enfin, je sais pas comment elle a été. Je vais pas, voilà, on sait jamais. Peut-être dans tout, ça va être ma réponse à chaque fois durant tout le podcast. Il y a moyen, je tourne avec eux, donc je vais pas me cramer. Tu vois. Non mais en gros, faut savoir qu'Emily Blunt est une super actrice et que j'aime beaucoup Benny Safdie. Ouais, non. Là, tout le monde a peur là. non mais c'est vrai. Là pour le coup c'est vrai. Non mais en fait, pour moi c'est le genre de film qui a été à mon avis, cette scène, elle a été décrite vraiment par les gens qui l'ont vécu. Ils ont voulu la respecter. Genre, voilà, le truc avec le flingue, etc. À mon avis, c'est trop précis pour que ce soit pas passé comme ça. Mais pour revenir sur ce que tu disais, pour moi, techniquement, même s'il n'y a pas le truc de je suis champion, je suis nul, rédemption, je redeviens champion, bah, il est respecté quand même ce canevas avec cette idée de ce que tu disais. Avec la relation. Ouais, c'est ça. Pour moi, il existe quand même, sauf que c'est pas un titre qu'il a gagné, c'est sa paix en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il est plus absolument paralysé par la défaite et la peur de perdre et la drogue, etc. Il a vaincu en fait tout ce qu'il y avait de toxique, néfaste dans sa personnalité, dans ses... même ça a impacté les choix qu'il faisait, sa carrière, tout, même sa relation, sa vie, quoi. C'est le film en entier, quoi. Pour moi, elle est là la victoire. Je le disais, pour moi, c'est un truc qui m'avait frappé en regardant le film. J'ai l'impression, parce que là, on est encore sur le scénario, si je ne me trompe pas. Oui. Ce que je trouve le plus intéressant, et pour moi, c'est le point fort du film, le point culminant, c'est que le film, il est centré sur un personnage secondaire de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que si on voulait le canevas principal, si on voulait avoir le même film qu'on a l'habitude de voir, on aurait fait le film sur Mark Coleman. Sur Mark Coleman. Oui. Pas sur Mark Kerr, c'est ça, Mark Kerr. Ok, Mark Kerr. Et là, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire que on a Mark Coleman dans le film qui est ce personnage qui a enchaîné les défaites et les défaites, qui n'arrive plus à gagner, et puis boum, il se remet à gagner et il arrive il redevient champion, et du coup on voit sa famille ensuite, on voit en plus qu'il vit pas dans les mêmes conditions que Mark Kerr.
Donc, tu vois, ça aurait dû être lui, techniquement, le personnage principal, ce récit classique de la rédemption, etc. Sauf que là, on a comme protagoniste le personnage secondaire, celui qui, au final, ne revient pas. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est un peu ce truc voilà qu'on. Parce qu'en plus, dans le film, Mark Coleman, c'est celui qui aide Mark Kerr, dans le sens où c'est lui qui rassure Mark Kerr. C'est limite une représentation que le public peut se représenter en lui. Lui m'inspire. Alors que Mark Kerr, dans les actions qu'il fait durant le film, c'est pas celui qui a le plus inspiré. Et en plus, là où tu tapes jeu, c'est qu'en fait, c'est lui qui gagne à la fin, mais la mise en scène veut montrer que celui qui est le plus en paix, c'est Mark Kerr, parce que Coleman, quand il gagne, il se met dans un coin du vestiaire, il est complètement vide. Alors que Mark Kerr, pour la première fois, là, il rigole. Parce que là, tu dis qu'il retrouve sa femme et tout. C'est la première fois, parce que là, tu dis quoi? Tu dis que The Rock, il rigole. Enfin, il sourit pas durant tout le film, la majorité du temps. C'est le seul moment où, en fait, limite, il se tape une barre. Genre, il se prend une douche, je fais. En fait, il se sent libéré, enfin en paix. Totalement. Parce qu'il n'a plus la pression du poids de celui qui ne perd pas. Exactement. Tout simplement. Et justement, pour arriver à la fin du film, au moins, on pourra passer aux notes juste après. Enfin, aux notes des critiques et à nos notes après. Juste après cette scène où on voit The Rock dans le rôle de Mark Kerr en train de rigoler, on voit qui? On voit le vrai Mark Kerr. Et pour anecdote, il faut savoir que Mark Kerr, lors du tournage, avait 52 ans et que The Rock a 52 ans également et devait jouer Mark Kerr à 30 ans. Ce qui est incroyable. Hein. Ouais. Ce qui est incroyable. Comme quoi les stéroïdes, ça fait des miracles. Et donc, en fait, à la fin, Mark Kerr, on le voit en train de tuer de course. Et c'est écrit Mark Kerr a été l'un des pionniers du MMA, nanani, nanana. Ce qui va pas plaire à Hamza, n'est-ce pas, qui est juste derrière la caméra. Et ensuite, on le voit faire des courses. Et à la fin, bon, ça c'était un peu. Bon, ça m'a fait rire. Je dis, ah bon, il regarde la caméra, donc il nous regarde, nous fait. Salut vous. Moi je dis bon vas-y si tu veux, hein, pourquoi pas, il s'est fait un petit kiff. Oui. Et donc ça raconte également, tu vois, même à la fin quand ils disent aujourd'hui les combattants de MMA sont reconnus dans le monde entier, mais il faut pas oublier les précurseurs. Ça je trouve ça dommage qu'on n'ait pas trop mis ça en avant dans le film, parce que ça vient de nulle part en fait. Ça vient de nulle part. Il y a juste 2-3 phrases où on dit ouais ce sport il est dangereux, ce sport-ci, on commence à mettre des règles, mais c'est que à la première partie du film et après on oublie en fait. Bon, c'est pas grave, c'est dommage. Le film, pour moi, n'est pas mauvais. Hein. Je trouve que ça se regarde. Non, mais en soi, il est pas mauvais du tout. Il est pas mauvais. Hein. Moi, je trouve que ça se regarde très bien. Hein. Il faut pas s'attendre à un Rocky Balboa. Non, mais après, je pense pas que ce soit l'objectif non plus. C'est pas l'objectif. Oui, mais les gens les spectateurs lambda, comme j'aime bien les appeler, c'est qu'ils voient un truc sur le MMA, ils se disent waouh, ça va se taper, on va voir. Ouais, mais faut faire confiance au public. Moi aussi, j'ai eu 14 ans. Quand j'ai lancé Fight Club, je pensais que ça allait être un truc de bagarre. Je venais de finir Never Back Down, j'ai vu Fight Club, je fais waouh, ça c'est un film, ça va s'envoyer sec. Rien du tout. Tu vois. Donc en vrai, je pense. C'est juste un bizarre le mec. Ouais, non, je pense qu'il y aura quand même son audience et tout. Bien sûr. Mais en soi, techniquement, je trouve le truc de faut remettre en avant les pionniers entre guillemets, c'est ce que fait le film en soi dans sa forme. Techniquement, je pense pas que le film ait besoin de le dire plus que ça, dans la mesure où en mettant en avant justement non seulement ces deux fameux pionniers et en plus en le faisant avec protagoniste, comme on le disait tout à l'heure, un peu le personnage secondaire de cette histoire, je pense que ça met encore plus l'accent sur le fait qu'on essaye de mettre en avant celui et de la façon la plus humaine et la plus saine possible, je pense. Que la vraie victoire, c'est pas forcément le titre, etc. Donc moi j'ai trouvé ça, je trouvais qu'il le faisait, et c'est vrai que quand même je te rejoins, il y a eu cette scène un peu trop expliquée, c'était un peu trop explicite de but en blanc, limite The Rock il aurait pu regarder la caméra et dire alors le MMA non c'est pas violent, regardez, c'est un sport complet, nanana. Juste cette scène avec cette vieille dame à la salle d'attente qui servait juste à ça, je trouvais ça un peu cahier des charges, quoi. Fallait la mettre et puis c'est tout. C'est dommage que c'est pas plus, je suis d'accord avec toi, genre plus organique, plus ça fait pas autant partie corps du film que ça aurait dû l'être, malgré le fait que il y a tout ce rapport, je sais pas si tu vas en parler après, mais il y a un rapport très musical aussi au film et justement au visuel de combat. À mon avis c'est un choix d'avoir rendu les combats non stylisé, déjà parce qu'à l'époque la technique n'était pas du tout comme celle d'aujourd'hui au MMA. Bagarre de rue sur un ring. Hein, mais premier degré à l'époque c'était pas loin de ce niveau. Hein, sur les premières éditions de l'UFC, c'était des morsures, des coups de tête. Clairement. Donc en soi, c'était ça aux yeux. Voilà, et aussi on veut pas que ce soit ça qui rythme le film, parce que ça
le but, c'est vraiment de rendre l'humain, de mettre l'humain en avant, etc. Si tu commences à faire des vraies chorégraphies de combat de Never Back Down ou de Undisputed, bon. Surtout que je pense que le propos dans son biopic, il est pas là, tu vois. C'est là aussi où c'est peut-être un peu bizarre pour nous, pour les spectateurs, c'est que c'est pas ce truc vraiment biopic, glorifiant, la rockstar qui va faire flamber la scène. C'est vraiment en fait un biopic vraiment collé à ce personnage, ses difficultés et vraiment dans ce milieu-là en fait du MMA à ses débuts. Donc je pense que ouais, comme il a dit Riyad, c'est vraiment pas dans ce clinquant-là qui voulait montrer quelque chose, sachant que comme j'ai dit, voilà, j'ai vu 1h10 du film, mais en 1h10 du film, le propos il était déjà clair, tu vois, tu le vois que il a des problèmes de drogue, il a des problèmes avec sa femme, il a des problèmes dans le sport, et tu vois qu'en fait c'est des problèmes internes à lui qui derrière en fait ont des conséquences sur exactement tous les pans de sa vie. Et c'est là où en fait le propos il est quand même bien raconté et qui se suit bien et qu'à la fin tu montres que il est en paix avec lui-même, mais t'as pas ce côté grandiloquent qui va en fait glorifier la personne. Tu la glorifies en fait sur son travail personnel et sur cette humanité en fait qu'il a. Il est faillible et perfectible. On le voit faillible et à la fin on le voit perfectible. C'est ça qui est intéressant vraiment dans le propos du film. En 1h10 en tout cas de ce que j'ai vu. En 1h10. C'est déjà une très bonne analyse en 1h10. Très bonne analyse en 1h10. Hein. T'imagines, le film aurait été complètement différent au bout des 30 dernières minutes. Là, il aurait pas le même, rien à voir. Mais non, parce que du coup, il l'aurait pas vu. Ah bah oui, là, ça serait con. Là. Donc, là, on a fait la critique. Maintenant, juste au niveau du box-office, hein, le film a eu un budget de 50 millions de dollars, je rappelle, pour 20 millions sur The Rock, hein, n'est-ce pas hein, ce n'est pas des chiffres officiels, c'est juste ma théorie. Et au niveau du box-office, aïe. Ah, ça flop. Hein. Alors là, on est sur certaines sources, 20 millions de dollars américains sur le box-office mondial, ce qui est très 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 peu. Ils sont pas rentables. The Rock avait même fait une réflexion en disant je m'en fous que ça floppe, des fois il faut faire des films pour le côté artistique. Pour moi, ça c'est une mauvaise idée, il fallait pas parler. Pour moi, normalement, un acteur, il s'en fout. Après, lui, il est producteur, donc peut-être aussi qu'il pense le côté business, hein, c'est toujours comme ça. Ou alors justement, il voulait justement envoyer l'image comme quoi il ne fait pas que des films pour tout le monde. Oui, mais si tu veux envoyer l'image comme ça, normalement, tu dois même pas en parler en fait. Si tu en parles, c'est-à-dire que quand même tu montres que je suis au courant quand même que ça flop. Moi, je pense qu'il dit ça vraiment. Après, peut-être c'est un parti pris que je prends. Mais je pense que. Prends-le ton parti pris. Ouais, voilà, je vais le prendre. Ce qu'il a dit vis-à-vis de ça, je pense, c'est vraiment vis-à-vis du fait que lui, en tant que comédien, j'ai pas envie de dire il se relance parce qu'il a quand même une carrière, une filmographie, tout ça. Mais je pense que c'est vraiment vis-à-vis de sa carrière qu'il a dû dire quelque chose comme ça il a plus en fait ce regard des autres et que vraiment maintenant il peut assumer des rôles que lui il a envie de faire qui sont pas forcément dans sa couleur et donc en fait que ça marche ou que ça marche pas, lui en tout cas dans son acting il s'y retrouve et c'est même en fait le propos du film, peut-être la vie de Dwayne Johnson là dans ce truc où il a un peu flop, il essaye de revenir au top, on va voir si ça marche ou pas. Peut-être en fait c'est juste un acteur qui au final est en paix avec lui-même, avec ce qu'il fait, sans aller chercher encore une fois le succès à travers cette méta tout ça, tu vois. Entièrement d'accord sur ce que tu dis. Et en plus, on peut le voir avec son physique de maintenant, le fait qu'il ait perdu tous ses kilos, le but qui était, entre guillemets, sa marque de fabrique hein, dans les films. Ça prouve quand même qu'il veut passer à autre chose. Il veut peut-être faire une nouvelle carrière, un truc un peu plus indépendant, un peu plus réel, un peu plus artistique, un peu plus honnête. Et j'espère en tout cas qu'il puisse aller sur ce chemin-là. Parce que moi, personnellement, Dwayne Johnson, en dehors de tout avis cinématographique, pour moi, c'est un exemple de réussite. Voilà, je l'ai dit, pour moi, c'est un exemple de réussite. Inch'Allah, tu écoutes ça. Donc, pour moi, The Rock, vraiment, c'est un exemple à suivre. Après, voilà, bien évidemment, il y a le petit côté, des fois, c'est normal qu'il est malhonnête en interview, j'ai envie de te dire. C'est le business, c'est le showbiz. Et ensuite, au niveau des notes, alors on va passer aux notes. Alors là, on voit les notes et les critiques de certains trucs. Là, Rémi, c'est pour toi. Là, en soi, ça reste quand même des bonnes notes. Hein. Parce que Rotten Tomatoes, pour le coup, ça c'est une mauvaise note, 70%. Mais sinon, après, genre Sens Critique, 7 sur 10, c'est pas mauvais, c'est au-dessus de la moyenne en tout cas. Pour Sens Critique, c'est propre. Pour Sens Critique, c'est vraiment propre. Surtout pour ce genre de film, parce que c'est pas un film blockbuster, tu vois. Au CinemaScore, il a un score de B. Alors, c'est la moyenne pour le coup. Enfin, un peu plus que la moyenne, c'est un peu comme le 7. Et Allociné, 3,1. Bon, Allociné, c'est le moins. Faut pas avoir des notes Allociné, la vérité. Si un jour j'ai ma page Allociné, je ne suis pas d'accord avec les propos. Voilà, non, parce que pour le coup, Allociné, à chaque fois, genre, on est en total désaccord avec leurs notes. Hein.
Je sais pas si tu as remarqué à chaque fois. On ? Il n'y a pas de on. Arrête. Arrête. Il n'y a pas de on. Arrête. Il va balance les notes, l'enfoiré. Alors là, je préviens Tom. Réécoutez les trucs Spotify, vous allez comprendre. Je préviens Tom parce qu'on va passer au moment pression. Donc, qui d'entre vous voudrait donner sa note en premier ? Bon, allez, je vais me lancer vu que j'ai pas vu le film en entier. Allez. Tu sais quoi, Amine ? C'est pour ça que je t'apprécie. On va se lancer direct. Tom, je compte sur toi. C'est parti, moment pression. Il est bon, j'adore Tom. Monsieur Amine. Alors, Dis-moi oui. oui, monsieur l'empereur, Le le guide. guide. Comment allez-vous ? Très bien. Ah, si Encore vous- mieux maintenant que je suis ici avec mon ami Riyad, le délice. Arrête, je rougis. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Si vous allez bien. Vous Très allez bien, très bien. Donc là, on est en... Là, je te laisse détailler. Alors, quelle note avez-vous mis Et surtout, avant de dire ta note, qu'est-ce qui a fait que tu as mis cette note? pour Alors, The Smashing Machine? ma note va se situer en soi dans une moyenne avant de la dire. Pourquoi? Voilà, Dans prends ton le temps. sens où... Il a peur. Il est Il a peur, hein, parce que c'est pas pareil. Vas-y, vas-y. Déjà pour ce que propose Dwayne Johnson en tant qu'acteur, comment il se relance dans sa carrière, etc. et qu'il essaye de s'élever tout simplement. Ensuite, bon, je suis pas très fan des biopics, donc c'est là où c'est pas vraiment une thématique cinématographique dont je suis très friand, donc c'est là où ça pêche un peu, même au niveau un peu du rythme. Par contre, le propos, pour le coup, en 1h10 de film, je l'ai complètement eu. Donc, ça reste en fait quelque chose d'assez homogène. Une chose rattrape l'autre, tout coïncide. Donc, je pense que pour The Smashing Machine... Un peu trop tôt. Mais continue à développer. Et donc, je disais, c'est très bien qu'il élimine des cheveux et tout. Vraiment, ça le change de son rôle. Et, on amène esthétiquement quelque chose de différent et c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc maintenant, je te pose la question. Parce que là, tu entends, il y a le moment suspense. Quelle note donc avez-vous mis pour Smashing Machine? Aimez le suspense, mon con. Merde. 6,5 sur 10. C'est bon, moi j'applaudis, c'est bon, merci. Merci Amine. Tom, tu peux l'applaudir également, hein, voilà. Il a joué le jeu, franchement, ça fait grave plaisir, il a joué le jeu. Merci à Amine. Merci. Bah, oui, tranquille. Oh, calme-toi. Tom, il est en roue libre. Alors, Il faudrait qu'on diminue le temps de suspense. prochain montage, vous inquiétez pas. Ouais. Je crois que c'est au tour de Riyad. Hein. Ah, effectivement. Donc Tom, c'est parti, moment pression numéro 2. Alors. Tu as compris, prends ton temps, mon Ouais, frère. c'est bon, j'ai compris, t'inquiète. Tu as des choses à dire, de toute façon. Ouais, non, il y a beaucoup de choses à dire en soi. Donc Riyad, comment allez-vous? Bien. Si vous allez bien, Ouais. ah bah je vais bien. Quelle note avez-vous mis pour The Smashing Machine? Alors, j'ai mis la note. Toi à l'envers. Toi à l'envers, le mec. Non. Alors, en soi, je m'attendais pas à voir ce genre de film. Déjà, ça, c'est le premier truc que j'aime bien mentionner parce que, bon, je suis le genre de mec qui regarde des films sans bande-annonce, sans tout ça, parce que je préfère juste découvrir le truc, quoi. Et juste avec le... C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu un petit flop, mais juste avec le titre, je savais pas si c'était du catch, je savais pas si c'était de la boxe, je savais pas si c'était du MMA, je savais pas à quoi m'attendre. Donc, parti vraiment l'esprit ouvert. En ayant l'esprit ouvert, franchement, ce film, de manière très naturelle, bah, il m'a plu. Il m'a plu parce qu'il est simple, parce qu'il traite de quelque chose qu'on connaît tous, mais de façon différente. C'est-à-dire que la violence, on la connaît tous, mais elle est traitée avec douceur ici. Et le fond est corrélé avec la forme, tout comme le personnage violent de Marker est traité avec sensibilité. On a un film sur la violence qui est traité avec émotion. Et ça, j'ai apprécié. De manière très organique, très naturelle, c'est quelque chose que moi, je vais considérer au global. Maintenant, il y a des défauts. On a parlé du rythme, on a parlé de la construction, et ça pêche. Ce qui fait que pour moi, le film a une note de 6 sur 10. 10 sur 10 6 Ah, sur 10. 6 sur 10. 10 sur 10, c'est le parrain. Ça va. 6 va. sur 10, c'est Ah. pour moi la note que je peux attribuer à ce film, et uniquement parce que autant les idées sont bien, mais pour conclure, la concrétisation, c'est pas ça. Merci Riyad. Tom, tu peux applaudir Riyad encore une fois. Hein. Merci. Merci. C'est fou d'avoir un public C'est incroyable. qui n'est pas là, mais c'est pas grave. Si, il est là. Et on fait genre... Ouais, merci tout le monde. hein. Ça fait Merci, plaisir. merci. Regardez plus haut, c'est des étages. Ouais. Oh non, mais c'est là-haut, là. Je crois que c'est le 3e moment de pression. Ça fait beaucoup de moments de Ça pression. fait beaucoup de pression. Ben, monsieur Rémi, c'est à vous, moment de pression. Ok. Waouh, c'est incroyable.
Mon gaillard. Oui. Comment allez-vous? Ah, si je vais bien. Je sais que toi, tu vas aller bien. Ah, tu sais que tu sais me parler. Ouais. Quelle note avez-vous mis pour The Smash Machine? Bah, étant donné que moi non plus, je suis pas non plus hyper fan de biopic, en général, parce que c'est On est d'accord. pas de la fainéantise, mais l'histoire est déjà écrite. Donc tu as juste à donner, on va dire, ta patte en termes de réalisation, ce qui a été fait, même si en tant que aigri, je vais vous dire que vraiment, pour moi, j'ai senti en mode des plans à la The Office ou alors en mode Kardashian. Ah oui, mais j'y peux rien. Je suis l'aigri, selon monsieur. Selon le guide. Et donc du coup, mais en soi, le développement du personnage était fluide. Franchement, on a vu justement un mec qui était sûr de lui, qui s'est rendu compte que ce n'était pas un surhomme, et que du coup, bah, là, il a été détruit. Et à la fin, même s'il perd, quand même, il est heureux, il est épanoui. Ce qui est un développement de personnage assez profond et très logique, entre guillemets, mais que les gens n'ont pas l'habitude de voir. En termes d'histoire, je me suis retrouvé un peu dans un Rocky, comme tout à l'heure j'ai dit, et j'aime beaucoup ce genre de truc. Après, je suis plus ou moins d'accord avec les scores et les notes. Je vais lui donner un petit 7 sur 10, ou 7,5 peut-être. Bah merci. 7,5. Ah, sur 7,5. Sympathique pour un aigri, sympathique. Pas Sympa. mal. Un aigri Parce sympa. Hein. Il est que- sympa un comme aigri aigri. sympa. Encore une fois, la seule chose que je n'ai pas aimé, c'est simplement la réalisation qui fait un peu trop télé-réalité. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais en soi, j'ai beaucoup aimé du coup toute l'évolution des personnages et leurs relations. Bah, en tout cas, on peut applaudir Monsieur Gaillard. Merci beaucoup. Merci. Merci. Attends, fais attention là-bas, il te fait un doigt lui, le mec. Là. Non, frère, tranquille. Bah là, je crois que c'est à ton tour de prendre le relais. Hein. Mais bien sûr, moment de pression. Mon cher Sofiane, Appelle-moi par mon titre, s'il te plaît. empereur, Ah. Comment allez-vous? c'est surtout toi. Est-ce que tu vas bien? Si tu vas bien. Je vais bien. Ah, alors tout va bien. Dis-moi, qu'as-tu pensé de ce film? Quelle note lui as-tu mis? Alors avant de dire ma note, Bien sûr. je vais d'abord développer avant d'aller vers le résultat. Alors ce film, ce Smash Machine, réalisé par Benny Safdie avec The Rock et Emily Blunt, tu as vu, je garde du temps, pour justement parler de cette histoire du MMA très oubliée en fait, hein, parce qu'aujourd'hui le MMA on parle beaucoup de l'UFC, le PFL, le KSW, etc. Mais n'oublie pas, il faut pas oublier les bases. Donc ce film, je pense, dans un premier temps, voulait déjà mettre les bases en parlant de l'histoire de Marker, qui était quand même un combattant pas mal reconnu, et l'objectif de mettre en avant d'autres combattants qui sont représentés par des combattants d'aujourd'hui montre quand même l'héritage que ces gens-là, Mark Coleman, Mark Kerr par exemple, ont permis de donner au monde du sport de combat d'aujourd'hui. Au niveau de la réalisation, de la mise en scène, là aussi, je suis d'accord avec vous, je suis pas très fan du délire documentaire. Tu peux faire un biopic tout en faisant du dramatique. Moi, je trouve que... Le Loup de Wall Street. Voilà, exactement, le Loup de Wall Street. Voilà, c'est pas dramatique, ça peut... voilà. C'est pas dramatique. On aime la blanche. Non, pardon. Et donc, en gros, le problème, c'est que l'acting, selon moi, est bon. Je trouve que The Rock fait en sorte d'être là, de montrer qu'il est capable de jouer, mais c'est des scènes indépendantes l'une de l'autre, malgré quand même le fil rouge qui va être mis. Donc, pour moi, l'empereur, le guide, donnera la note de 7,5 sur 10, mon ami. Mais c'est incroyable. Et le timing est parfait. Tu sais pourquoi le timing est parfait? Car l'empereur a le timing, car il est le timing. C'est lui qui décide le timing. Exactement. Y a personne qui m'applaudit, c'est pas grave. Ah bah oui. Voilà quand même. Applaudissez votre empereur. Exactement. Merci. Ouais. Merci. Alors juste avant de passer sur la deuxième partie de ce podcast, Kassim, c'est à ton tour. Au-delà de l'éloquence, c'est à toi de nous dire, selon toi, qu'est-ce que raconte ce film avec ta manière? Kassim, c'est à toi. Maintenant que Kassim a dit ce qu'il avait à dire, très belle éloquence de la part de Kassim. Très belle, oui. Enfin, là, tu vois l'acting, là. Tu vois l'acting. Hein. Clairement que oui. Bien évidemment que c'est fait en dehors du podcast, ça, vous avez bien compris. Spoil pas. Faut pas prendre nos auditeurs pour des cons. Oh, on va ouvrir un Patreon pour mettre les c'est les cuts. Non, Il est con. Maintenant, deuxième partie de ce podcast, justement, on a parlé d'un long métrage. Il est temps de passer. Qui parlait de l'échec. Mais tu sais, il y en a quelqu'un qui n'a pas échoué.
dans son objectif de réaliser un court-métrage. T'as vu comment je te vends, mec? Riyad, c'est ta partie, mec, avec Amine. Vous avez réalisé le court-métrage Le Cid. C'est exact. C'est exact? C'est exact. Oui, ça se dit pas le T. Ah bon? Non. Je viens d'apprendre un truc. Donc justement, ce film Le Cid, dis-nous-en un peu plus. Dis-nous-en un peu plus. Tu pars du début et tu vas jusqu'au bout. Ah ouais, ok, donc je te fais toute la genèse en fait, là, c'est chaud. Ok, ça marche. Après, tu peux faire comme Smashing Machine, tu découpes, tu fais que les moments forts. Épée, cheval, cinéma, c'est bon. Waouh, c'est bon, allez, Waouh! c'est Allez voir Le terminé, Cid, allez c'est voir la le film. fin de ce podcast. N'oubliez pas, si vous avez aimé un film, c'est vous, les les gagnants. gagnants. Ouais, c'est bon. On peut reprendre. D'accord. Alors l'idée, déjà, pour vraiment partir au tout début, c'est que il y a 2 ans de ça, donc, rien que l'an dernier, j'étais déjà au conservatoire. Donc en juin dernier, j'ai fini ma formation au conservatoire. Donc j'ai fini tout court ma formation théâtrale. Mais il y a 2 ans, j'y étais encore. Et j'ai été précisément en cycle 3. Et c'est cette année où ma professeure, Catherine Liverato, a décidé de nous faire travailler sur une pièce qui m'a marqué, qui est le Cid de Pierre Corneille. Et il s'avère que cette même année, on a eu des stages. Et il faut savoir que les stages au conservatoire changent vraiment chaque année. Donc là, vraiment, on a eu une sorte de coup de chance, une sorte d'harmonie qui s'est créée. C'est que en même temps qu'on travaillait le Cid, on a eu un stage d'escrime, on a eu un stage de jeu cinéma. Donc avec vraiment caméra, etc., tout le bordel. Donc vraiment, on a eu en une année une sorte de... Ouais, exactement, une sorte d'alignement où non seulement cette pièce elle m'a marqué, hein, vraiment, elle m'a profondément marqué. Bon, on l'a déjà tous vu au collège, mais je pense comme beaucoup de gens, moi au collège, je faisais pas gaffe. J'avais pas forcément d'attrait... Rien à foutre. Malheureusement, faut le dire, malheureusement. Madame Colombani, si tu m'écoutes, pardon. Non, mais c'est vrai que c'est dommage parce que je pense que si on avait eu un peu cette introduction, pas seulement au niveau de l'art dramatique, mais au niveau de l'art tout court, on aurait pu apprécier ça plus jeune. Et on l'a déjà tous vu sans forcément y prêter attention. Et là, pour le coup, c'est une occasion pour moi de la redécouvrir ou de la découvrir vraiment. Et c'est ce qui s'est passé. Et à un tel point que vraiment, je suis tombé amoureux de cette pièce. C'est-à-dire que je me suis projeté là-dedans au niveau des valeurs qu'elle défend, au niveau de tout. Faut savoir aussi que le Cid, c'est une histoire qui est romancée, certes, mais on parle de Smashing Machine juste avant. Techniquement, le Cid, c'est aussi un biopic. C'est-à-dire que le personnage du Cid, il a vraiment existé. Il s'appelle Rodrigo Díaz de Vivar, donc en Espagne. Plus l'année, je ne vais pas me dire de bêtises. Très bonne action. Hein. L'acting. Non, mais du coup, on a Corneille, donc, qui est un auteur de chez nous, donc Pierre Corneille, qui est un grand auteur français de théâtre, et pas que. Et donc, il a décidé de raconter cette histoire, de la romancer avec cette version romantique, c'est-à-dire une tragédie avec cette fameuse histoire entre Rodrigue et Chimène, donc un amour impossible. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous connaissez sans le savoir à propos du Cid, comme, si je dis cette phrase, je pense que vous allez la reconnaître, « À vaincre sans péril, triomphe sans gloire ». Je pense que vous la connaissez tous. Oui. Ça vient du Cid, comme plein d'autres choses, et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment fait kiffer le Cid. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas ce genre d'écriture, c'est de l'alexandrin, donc c'est écrit avec ce qu'on pourrait appeler des rimes. D'ailleurs, ça s'est ressenti pendant le court-métrage. Ouais. On a fait le choix de préserver les alexandrins pour le court-métrage. Et donc, pour résumer, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment fait kiffer. Vraiment, j'ai kiffé parce qu'en le lisant, j'avais l'impression de lire du rap. Vraiment, je me suis dit, Pierre Corneille, c'est le meilleur MC de français de tous les temps. Genre. Il faisait du slam. Ah, mais premier degré, ces écritures, elles n'ont rien. Enfin, c'est des leçons aux rappeurs d'aujourd'hui, aux auteurs d'aujourd'hui, toujours. Hein. Donc tout ça pour dire que cette pièce, elle m'a énormément plu et que durant cette même année, on a eu différents aspects qu'on a pu explorer qui m'ont éveillé l'envie chez moi d'utiliser tout ce qu'on a appris pour en faire quelque chose à moi, pour vraiment me l'approprier. Donc je me suis dit, et ça n'avait pas l'ambition d'être quoi que ce soit à la base, juste, j'ai vu Amine, qui est mon meilleur ami, hein, on a toujours tout fait ensemble, on s'est dit pourquoi pas aller un week-end, comme ça, on refait les chorégraphies qu'on a vues à l'escrime avec Florence, on utilise un peu ce qu'on a appris dans le stage cinéma et on fait des répliques du Cid qu'on est en train d'apprendre au théâtre. Juste entre nous, avec quelqu'un d'autre qui tient une caméra, et puis c'est tout. Sauf que, en allant appeler le mec à la caméra, je lui ai proposé le truc. Il m'a dit, ok, c'est pas mal pour ton truc et tout, mais il nous faudra des lumières. Du coup, j'ai parlé à quelqu'un qui avait des lumières, et puis j'ai parlé avec quelqu'un d'autre. Et à chaque fois que je parlais du projet, il y avait des gens qui disaient, mais
trop bien, je veux participer. Sacré staff. Trop, exactement. Et du coup, on avait un groupe comme ça, vraiment une belle équipe avec tout ce qu'il faut. Vraiment, tout le monde était carré. Et là, avec Amine, on se regarde comme ça, on se dit, mais putain, on a tout ça là, et on va genre faire ça. On s'était dit, bon, on va faire un truc d'époque, pourquoi pas aller à la plage ou dans une forêt pour faire genre, et puis c'est tout. On s'est dit, vas-y, imagine, on a un château, genre, ce serait un truc de ouf, en rigolant évidemment. Et puis on s'est regardé dans les yeux pendant 3 secondes. Comme c'est bizarre. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Je lui ai dit, regarde Amine, je vais te faire une liste de questions. Tu vas aller appeler tous les châteaux qui sont à 2 heures d'Aix-en-Provence, parce qu'on est d'Aix-en-Provence. Et ce qu'il a fait. Et il y a un château, et celui qu'on voulait le plus d'ailleurs, qui a répondu favorablement. Il nous a dit, venez, et en plus, gratuit. Parce qu'il est fan. Pas du CID, il n'avait pas forcément un attrait particulier pour le CID, mais pour l'histoire, il est fan d'histoire, il est fan de cette intention en fait, de vouloir rendre la culture accessible. Et il a kiffé. Et il nous a prêté le château. Et une fois qu'on avait le château, cette même liste de questions, cette fois-ci c'est moi qui m'en suis chargé, je l'ai répété et je l'ai appliqué aux écuries. Je voulais un cheval. Ah oui. Donc, toutes les écuries à 2 heures maximum du château cette fois-ci, parce que déplacer un cheval, c'est long, je les ai appelés. Et il y en a une qui a répondu favorablement, encore une fois, et qui a participé au projet. Et tout s'est construit, parce que sinon c'est long, si je fais tout ce qu'on a eu comme ça va être très très long, mais tout s'est construit suivant cette même dynamique, c'est-à-dire que, comme je le disais en off, quand le projet, je pense, est assez vivant, quand le projet est assez organique, il peut vivre par lui-même et il va galvaniser des gens et il va réunir les gens, il va fédérer tout seul. C'est même pas moi, j'ai aucune compétence de leader à m'attribuer à travers ce projet, sincèrement, parce que une fois que, après avoir écrit le truc, après l'avoir adapté au cinéma, après avoir fait le scénario, le travail du réalisateur, quoi, découpage technique, machin chouette, je le présentais à des gens avec le pitch, juste le pitch, note d'intention. Ils me disaient, waouh, je veux en être. Et c'est tout ce que j'ai fait en soi. Le projet en lui-même, il a vécu. Parce que quand le projet est blindé d'amour comme ça, tu es obligé d'en faire partie quand tu partages ce truc, en fait. Et c'est pour ça que, ça je l'ai déjà dit quand on était au cinéma, si vous avez été là, le titre s'appelle Le Cid, par amour et pour l'honneur. Sauf que par amour et pour l'honneur, c'est pas simplement le sous-titre du film qui apparaît sur l'affiche, etc. C'est la direction artistique de tout le projet. L'idée de la réalisation. C'est ça. On a tout fait par amour et pour l'honneur de ce projet. Parce qu'on aime, on va pas rentrer dans l'explicite, pas le Cid en particulier, mais ça, tu vois, le ça qu'on a créé. C'est envers ça qu'on a cet amour et pour l'honneur de ça qu'on fait. Et pour finir sur cette genèse, en fait, ensuite, tout a coulé de source. Jusqu'au moment où on a terminé le film, on a tout fait en indépendant. D'ailleurs, je précise, on a tout fait en indépendant. Oui, avec le staff de l'école. Non, même pas. Tout le financement du film. Non, même pas, c'était des amis à lui, des personnes. C'est-à-dire que j'ai réuni des gens que j'ai rencontrés dans différents courts-métrages. Un par là, j'ai fait les Avengers en fait, voilà. Okay. Et ouais, même au niveau de l'argent, c'est que moi, c'est que mes sous que j'ai déposés. Il n'y a pas eu de producteur ou quoi que ce soit. Et une fois qu'on avait fini le film, mais vraiment, genre tout fini, c'était bâclé, je me suis dit, quelle est la meilleure façon d'en faire profiter le maximum de gens? Il faut savoir à quel point les gens ont été réunis. On a même eu du coup, tu peux reprendre là pour le coup, comment il s'appelle celui qui nous a payé le cinéma? Celui qui pouvait nous sponsoriser. Ouais, on a eu un sponsor. Lino, mon bébé qui a une société SGTS d'étanchéité et qui avait proposé de nous sponsoriser le film pour le Cézanne si jamais on n'arrivait pas à trouver un cinéma ou qu'on n'arrivait pas à le financer nous-mêmes. Donc on avait, gros big up. On avait quelqu'un pour nous financer la salle et on parle de 1000 € juste pour une soirée, donc c'est pas mal, c'est 2 points, c'est quand même énorme. Mais on s'est dit, on va s'affilier avec la mission locale. On va travailler avec eux. On arrive avec la mission locale de Pays d'Aix. Avec la mission locale du Pays d'Aix, effectivement. Parce que eux, leur ambition, c'est de mettre en avant la culture chez la jeunesse, etc. Et nous, c'était aussi notre ambition avec ce film, de rendre accessible cette culture, de montrer que c'est pas que pour les autres, de briser cette illégitimité. Et on est venu leur apporter ça pour qu'ils puissent aussi l'utiliser de leur côté et faire venir des gens, le montrer à la jeunesse et continuer ce truc. On avait le même objectif, donc autant s'accorder. C'est ce qu'on a fait. Je leur ai fait profiter de notre travail pour qu'ils puissent aussi en faire profiter ensuite les jeunes. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, c'est que ça a créé un engouement encore énorme. La ville en a entendu parler. J'ai été interviewé par Aix-en-Provence. Maintenant, je travaille en collaboration avec eux. D'ailleurs, petit exclu, mais je suis jury dans la première édition du festival de cinéma d'Aix-en-Provence, donc qui s'appelle donc c'est le truc en collaboration avec l'UNICEF. C'est l'Aix Movie Award de la jeunesse. Et c'est des courts-métrages qui sont faits par des 12-18 ans, si je ne me trompe pas.
Et donc, je fais partie des 3 membres du jury. Tout ça, vraiment, ça conclut la genèse de tout le projet. Tout ça est né du fait que je suis tombé amoureux de la pièce. C'est tout. Franchement, c'est incroyable. magnifique. C'est magnifique. Toutes les Ça, c'est du opportunités. développement de personnage. Ah, bah, ça, oui. Et je vais vous dire, même le fait que vous m'invitiez ici aujourd'hui, ça en fait partie. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive aujourd'hui depuis, et encore une autre exclue, genre vraiment, ça c'est récent de ouf, grâce au CID, j'ai été contacté par une agence et maintenant je suis représenté en tant que comédien. C'est-à-dire que à tout moment, enfin maintenant j'ai 2 agents qui s'occupent de moi, qui maintenant m'appellent pour ce qu'on appelle des vrais rôles, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des contrats pour Netflix, pour Prime Video, etc. Donc c'est ouf pour moi, cette aventure elle est dingue parce que c'est un projet qui au final conclut sur littéralement, je me suis offert la vie que je cherchais en fait avec ce court-métrage. Tout ce qui en découle est en train de me changer ma vie en fait. En vrai, c'est juste de faire ce qui nous plaît pour que vraiment on puisse se développer et s'épanouir Exactement. dans notre vie. Non, c'est beau. Et du coup, pendant le film, Ouais. est-ce qu'il y a eu des petits quicks, oui, L'entertainment. parce que là, on a le début, la fin, mais Ouais. est-ce qu'il y a eu des problématiques? Est-ce qu'il y a eu des moments fun, des moments de trucs, des... Ouais. Alors, des moments fun, je peux te dire que oui, parce que j'étais là lors de leur projection, ils avaient mis le making-of. C'était bonne ambiance, hein, de ouais, ce que moi, j'ai pu voir, c'était bonne ambiance. Ouais. Moi, j'étais pas, donc je peux plus, mais du coup, j'ai quand même regardé le court-métrage. D'ailleurs, j'ai trouvé vraiment bien. Ok. Vraiment, vraiment bien. Merci. J'ai bien aimé en fait le chapitrage entre guillemets avec justement des proses, Mhm. des moments. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ah, merci beaucoup. Et même la chorégraphie du combat, tout simplement. Je trouvais ça vraiment bien monté et fluide en fait. C'est presque comme si c'était vraiment un combat d'épée. Quoi. Ouais, après c'est quand même, merci beaucoup, hein, mais c'est quand même assez modeste quand même, genre parce qu'il on parle de complications, ça en fait partie. Oui. On a dû improviser, parce que même si on a fait un stage d'escrime, on n'avait pas sur le lieu de tournage en l'occurrence un chorégraphe avec nous. On en avait un avant, mais qui au final s'est désisté. Et donc on a dû réadapter tout ça sur le lieu parce que c'était pas forcément, on n'a pas répété là-bas, forcément on n'a pas Bien répété sûr. au château. Donc on a dû adapter les chorégraphies là-bas, ce qui fait que le jour même on était toujours en création. Mm. Je voulais dire un truc, oui. Oui, là, c'était par rapport justement à la chorégraphie qui était directement dans le château. Alors, je me rappelle plus, c'était quoi la problématique que vous aviez. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup de vent. Exact. Enfin, je sais qu'il y avait beaucoup de vent. Bah, que ça a s'est beaucoup vu à la dérangé. fin du court-métrage d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de vent. Ouais. Boum, hop. Non, mais il y avait ça. Et surtout, là, je voulais poser la question à Amine. Toi, justement, on a parlé en off, c'est ton premier rôle dans un métrage. Hein. En plus, je pensais à un honneur de jouer avec ton meilleur ami. Ah bah, y a rien de mieux. Je pense que limite, Mm. c'était tellement naturel, c'était fluide, c'est normal, vous connaissez depuis un certain temps. Toi, justement, raconte-nous, tu m'as dit que tu as fait ta première année de théâtre et que là, tu as fait ton premier rôle avec Riyad. Dis-nous ton expérience en tant que comédien dans un court-métrage. Bah, je me suis lancé dans le théâtre, maintenant ça va faire 2 ans et demi. Donc j'ai rejoint Riyad au conservatoire, ça devait être 2023, septembre 2023. Et donc je me suis lancé dans ce grand bain qu'est le théâtre pour découvrir un peu l'amour du texte, le jeu, tout ça. Et comme il a dit, c'est vraiment le stage d'escrime, le fait que Catherine adapte la pièce du Cid et le fait qu'on travaille dedans, parce que dans la pièce, je jouais le comte et lui jouait Rodrigue. Donc en soi, on avait déjà nos rôles. On a joué la pièce en théâtre avant de la jouer au cinéma. Et ensuite, quand il y a eu cette idée du Cid, ça s'est lancé comme ça. En soi, c'était mon premier vrai rôle, on va dire. J'avais déjà le texte, mais c'est de l'alexandrin, c'était ma première année de théâtre. C'est un rôle qui a 30 ans de plus que moi. Le comte, en soi, c'est pas dans ma gamme, on va dire, Oui, mais de bon. profil. C'est vrai, parce que dans le making-of, on voit, je me rappelle plus du prénom de la fille qui maquille. Rappelle-moi. Rachel, De Rachel. Au passage, tu as fait un super travail. Franchement, quand on a vu le making-of, le PTR. PTM, Rachel, big up. voilà. Tu vois ça? Je te connais pas, ma soeur. Mais vraiment, en termes de maquillage, tu te sentais comme un ancien. Ah franchement, j'ai vécu c'était un tournage professionnel ce qu'on a fait. Enfin, c'était toute une équipe, c'était aux petits oignons. On a mis tout le monde aux petits oignons. Ça veut dire que vraiment, il a loué un Airbnb. J'allais faire les courses, on leur faisait à manger. Ça veut dire que vraiment tout ce qu'ils avaient à faire principalement, c'était donner leur amour pour ce projet et pour le porter au plus haut. Et pour en revenir à l'acting, il y avait vraiment, moi c'était un peu un défi parce que déjà c'était la première année, c'est pas dans mon profil, mais donc j'étais un peu entre deux, entre ma jeunesse et jouer, on va dire, le comte, quelqu'un qui était puissant, glorifiant, tout ça, et avec l'alexandrin en plus. Donc j'ai essayé on va dire, de faire de mon mieux
Heureusement que j'étais avec Riyad en tant que partenaire. C'est toujours plus facile d'avoir quelqu'un avec qui tu te connectes quand même plus en partenaire de jeu. Et donc, c'est ça, petit à petit, qui a fait que ça a donné... Bon, j'en suis pas totalement satisfait. Il y a plein de travail, etc. encore. Tu peux toujours dans mon jeu. t'améliorer. Hein. Mais c'est ce genre de projet qui permet exactement de voir où tu peux en être dans le travail, où est-ce que tu peux aller, ce que tu es capable de faire, jusqu'où tu peux pousser le curseur, et qui continue à te pousser à prendre des risques en fait, et à continuer ce métier d'acteur. Et on sait jamais, excuse-moi, parce qu'on sait jamais si les gens ne savent pas ce que c'est l'alexandrin, et je sais pas si on va le rementionner, peut-être vaudrait mieux le définir. Vas-y, définis-le, c'est très bien ce que tu fais. L'alexandrin, donc c'est un langage qui est employé dans certaines pièces de théâtre classiques. Bon, en l'occurrence, cette pièce, c'est une pièce baroque, mais donc c'est un phrasé qui consiste à dire chaque pied. Donc un pied dans un vers, vous pouvez comparer ça à une syllabe. C'est-à-dire dans un mot, on va dire, je prends un mot français classique, le mot quelque chose. On peut dire très facilement, nous, dans un langage commun, on peut dire quelque chose. On va dire quelque chose. Alors que dans l'alexandrin, on doit prononcer chaque syllabe, donc chaque pied, en disant quelque chose. Et là où c'est particulier et là où la technique augmente en plus, c'est qu'il faut lier les mots entre eux. Par exemple, si je dis quelque chose de, dans un langage commun, je peux dire quelque chose de. En alexandrin, il faudra dire quelque chose de. Donc il faut compter chaque pied, chaque vers, donc chaque, si vous voulez, phrase, fait 12 syllabes, donc 12 pieds, et il faut les respecter. Et il y a encore plein d'autres techniques, style par exemple, il y a certains i qui fait, genre, au lieu de dire ambitieux, il faut dire ambitieux, par exemple. Mais des fois oui, des fois non, il faut le savoir. Donc c'est un langage très technique, c'est pour ça qu'il dit que c'était compliqué la première fois avec l'alexandrin et tout. C'est très très dur, surtout que c'est un exercice joué en alexandrin au cinéma qui ne se fait pas, ou que très rarement. Sur 3 phrases dans un film, juste pour faire le style. En soi, c'est très compliqué en acting, justement, de parler avec un phrasé comme ça. Quoi. Tout à fait, mais rien qu'au théâtre, déjà, c'est une galère, alors que c'est fait pour ça. Alors au cinéma, c'est absolument pas naturel. Mais c'était le défi qu'on avait, c'était la volonté de préserver le texte comme il l'est dans la pièce, parce qu'à la base, comme je l'ai dit, c'était pas du tout ambitieux. Donc on s'est dit, on va aller jusqu'au bout de l'idée qu'on avait de départ. Et finalement, c'est devenu un très bel hommage pour Corneille. Hein. Exact, c'était le but justement, c'est par amour surtout, de... Et surtout, au niveau réalisation, c'est très bien géré par rapport au dialogue. Ça passe vraiment crème, genre. Là, c'est pour le coup, je te remercie. Mais ça, c'est vraiment une crainte que j'avais. Enfin, de base, j'assume le fait qu'on ne comprenne pas ce qui se raconte, parce que comprendre des alexandrins la première fois, c'est impossible. Même pour les comédiens, je le redis, je l'avais dit le jour où j'étais au cinéma, mais en tant que comédien, même en l'apprenant, en le jouant, en le répétant, même 3 mois après l'avoir appris, l'avoir répété, tu ne comprends toujours pas tout. Tu te mets toujours à un moment donné à comprendre ou à réaliser, ok, c'est ça que ça veut dire en fait. Donc, pour un non-initié au théâtre, un non-initié aux alexandrins, et le voir en première fois, même pas tu le lis, en plus tu le vois jouer, tu vas rien comprendre. Nous, on l'a assumé, on s'est dit, on s'en fiche, à la base, on avait fait le truc pour nous, donc on va laisser le truc pour nous, pour se régaler. On voulait faire de l'alexandrin, on voulait les jouer, donc on l'a fait. Et je suis content que, comme tu me le dis, hein, ça me fait plaisir que, en gros, la situation et la réalisation a aidé quand même à comprendre un minimum ce qui se passait. Quoi. Oui, mais oui. Ouais. Surtout qu'au début du court-métrage, du coup, il y a un petit passage d'animation. Exact. Justement pour mettre un contexte. Oui, déjà, du coup, ça permet de mieux comprendre tout après tout l'alexandrin, tout ce qui va se passer. Exactement. Et au passage, tu peux nous dire déjà l'idée que tu as eue, enfin, pourquoi vous avez eu l'idée de faire ça en animation? Ouais. Et qui vous a aidé justement à faire cette animation? Déjà, l'idée de cette scène d'animation, alors déjà, il faut savoir que le site, donc ce court-métrage, le site Par amour et pour l'honneur, c'est l'adaptation d'une des scènes de la pièce. C'est pas une adaptation de la pièce entière, on est d'accord. J'imagine. Sinon, le livre, il ferait ça. Avec tout respect. Il faut le préciser, c'est-à-dire que là, ce qu'on a adapté, c'est l'acte 2, scène 2, pour être précis. Sauf que il faut un minimum de background pour que les gens puissent comprendre. Parce que là, on commence à l'acte 2, donc il y a tout un acte qu'on a sauté, forcément. C'est un peu d'ailleurs, désolé de te couper, je t'en prie. C'est un peu Smashing Machine, en vrai. T'as pas l'impression que ça commence directement à l'acte 2? Tout à fait, c'est volontaire. À ton avis, pourquoi je les invite à ce moment-là? Mais pour qui me prends-tu? Il est trop fort, il est trop fort. Mais je suis l'empereur aussi. Bon, vas-y, j'arrête. Vas-y, reprends. Non, mais du coup, le choix, pour moi, alors, encore une fois, j'aurais pu partir pour les mêmes raisons que l'alexandrin, me dire, bon, nous, on a voulu faire l'acte 2 directement, alors on s'en fiche, on fait l'acte 2, et puis c'est tout. Mais comme pour les efforts que j'ai fait en réalisation pour faire en sorte qu'on comprenne, même si on ne comprend pas les alexandrins, je me suis dit, pour les spectateurs, je vais au moins faire l'effort de mettre une scène d'exposition pour qu'on comprenne un minimum les enjeux de ce qui va se passer avant. Et sous quelle forme l'exploiter, ça, pour le coup, ça m'a fait un petit tilt
direct, quoi, parce que je suis un grand fan de dessins animés. Genre, vraiment, c'est un délire. Je kiffe les dessins animés depuis tout petit, facile, mais genre, j'aime beaucoup l'animation de manière générale aussi. Et j'avais remarqué que, au fil et à mesure des choses, j'avais déjà quand même combiné pas mal de supports artistiques dans ce film, c'est-à-dire avec l'escrime, avec l'équitation, parce qu'il y a des scènes à cheval, avec le théâtre et le fait qu'on fasse du cinéma. Il y a beaucoup de supports artistiques différents. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, tant qu'on y est, mettre de l'animation, c'est-à-dire qu'on va combiner littéralement tous les arts visuels un peu et vocal, parce que c'est là où on en vient du coup à la deuxième partie de ta question. Donc ça, c'est la raison de pourquoi on a fait une scène d'animation, mais qui nous a aidés. Et bah, à la base, je m'étais dit, bon, j'ai un ami du coup qui est animateur, donc Osama, qui a littéralement supervisé toute l'équipe d'animation. Problème technique, la caméra s'est éteinte, là on a mis une nouvelle caméra, donc on va reprendre là où on en était. Ben Riyad, c'était à toi. Et ouais, je parlais du coup de la séquence d'animation. Tu m'avais demandé qui c'est qui nous a aidé à la faire, et je te disais que c'est Osama, donc un ami à nous, qu'on connaît depuis très très longtemps aussi, qui a supervisé toute la séquence d'animation. Donc il a trouvé l'équipe, il l'a monté, il a supervisé le truc de A à Z. Et une fois qu'elle était terminée, faut savoir que la séquence d'animation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle sert de séquence explicative, donc d'éléments qui permettent de comprendre le background de l'histoire, quoi. Et on s'était dit qu'on allait la faire nous, donc la doubler vocalement. Et je me suis dit que ce qui serait top en soi, c'est de mettre une voix que les gens reconnaissent un minimum. C'est-à-dire que déjà, c'est pas facile ce qu'on est en train de faire comme exercice, etc. Voilà, une séquence d'exposition, c'est lourd à prendre, mais c'est plus facile avec la scène d'animation. Et pourquoi pas, pour accompagner ça de la façon la plus organique possible, prendre quelqu'un qui est habitué à le faire pour rendre le truc encore plus intelligible, plus compréhensible. Et il se trouve que j'ai le contact d'un comédien de doublage, donc un doubleur que tout le monde connaît, au moins on va dire à l'oreille, quoi. C'est Alexis Thomasian. Donc c'est la voix que vous allez reconnaître si je vous dis Justin Timberlake, Eminem pour tout ce qui est live action, mais aussi surtout tout ce qui est Martin Mystère, Ben 10, Light Yagami dans Death Note. C'est qui aussi de très connu? Zuko dans Avatar, c'est aussi Fry de Futurama, c'est aussi, enfin, il y a plein. Et oui, David Martinez de Cyberpunk Edge Runner, c'est aussi du coup Alexis Thomasian. Et il a fait tout un tas de voix que plein de monde connaît. Et il s'avère que c'est quelqu'un avec qui je m'entends plutôt bien. J'échange souvent avec lui. C'est quelqu'un de super qui me donne souvent des conseils et tout ça. Merci encore, Alexis. Et il a accepté. Voilà, je lui ai envoyé le texte. Il m'a dit ouais, ok, pas de souci. Il a fait ça comme ça de son côté. Il nous l'a envoyé. Et ça s'est fait comme ça, naturellement. Et grâce à lui, maintenant, vous pouvez entendre sa voix dans mon très humble court-métrage. Et ça me fait énormément plaisir. Franchement, je suis honoré. De toute manière, en voyant le film, on sent que le film est vraiment complet dans son art, en fait. Quand tu vois, comme tu as dit, il y a tous les plans de l'art possible, média, vision, ou même au niveau de l'écrit, parce que les proses en alexandrin, c'est pas un truc qu'on voit dans le cinéma. Ouais. Du coup, en fait, c'est vraiment un film, court-métrage, court, mais vraiment très complet dans l'art en général. Et très intéressant. Que je comprends pas pourquoi il y a certains qui ne font pas pareil. Pas pareil. Ils prennent pas exemple sur ça, quoi. Bah ouais. Ça ouais. Non, mais toujours à faire des trucs sociaux là. Non, on en a marre, nous. Non, c'est pas ça, c'est que ça pourrait enrichir justement la culture des gens qui regardent le cinéma en général. Parce que ils regardent le cinéma juste. Bon, je vais être médisant encore. Oh, les grilles, il va dire que je vais être médisant. Non, mais il y a certains qui regardent les films seulement parce qu'il y a des images qui bougent. Ils ne font pas attention, par exemple, à l'écriture, ou tout simplement. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Mais surtout. La mise en scène. La mise en scène, mais surtout quand les dialogues, genre, ils prennent pas conscience du travail des dialogues. Alors que l'alexandrin, ça demande tellement de travail. Mais les gens, comme ils n'ont jamais vu ça, ils s'en rendent pas compte. Ouais, comme je disais tout à l'heure, en plus, quand tu n'es pas initié à ça, c'est. Oui. C'est très très compliqué, donc c'était un parti pris là pour le coup. Mais voilà. Mais après, il y a quand même des tentatives. Là, on s'inscrit dans une lignée de ces derniers temps de films dans le cinéma français. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'adaptations de classiques de la littérature française ces derniers temps. En ce moment, c'est beaucoup mis en avant. Depuis Dumas avec les Mousquetaires, ouais. On a eu ensuite Monte Cristo. Là actuellement, PDP, et là on a L'étranger de Camus, tout à fait. Camus, qui est Jean Valjean aussi qui va tout sortir. Tout à fait, ouais. On a eu ça. Bon, après, il y a beaucoup de classiques qui reviennent, et je trouve qu'il y a un engouement
en soi qui se crée. Et je pense que ça peut être un bon sujet de débat pour une autre fois. Oui. Mais ouais, je suis, je vais dire content, c'est bizarre de dire content, c'est pas fait exprès, c'est naturel, tu vois. Comme je l'ai dit, moi, c'est né au conservatoire, cette envie de faire le film. Mais il s'inscrit dans ce même élan, en fait, naturellement. Et je trouve ça joli, vraiment, je trouve ça beau. Je trouve ça agréable de voir que collectivement, on a tous de notre côté des envies de voir, de revenir à des œuvres qu'on a tous déjà acceptées comme étant des classiques et de les faire découvrir, de les faire redécouvrir. Donc, moi, honnêtement, je trouve ça très joli. Ouais. Surtout que, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais le cinéma de nos jours est cloisonné à certains thèmes, certains trucs. Par exemple, je donne l'exemple, les films français, à part récemment, on n'a pas eu de péplum, de KPDP, sur autre chose, à part Astérix et Obélix, on peut appeler ça un péplum, même si c'est une adaptation de bande dessinée. Et les autres trucs de littérature, donc... tu me fais une bonne idée de transition, parce que autre adaptation de littérature, c'est du Kobu, et de ce que j'ai compris... voilà. Tu vois comment je suis fort. C'est là. Et justement, l'actrice qui joue dans ton court-métrage était, si j'ai bien compris, la petite copine de Ducobu dans les films Ducobu avec Elise Moon. Lilou M, exactement, Voilà, Dallas, si tu nous vois. Ouais, elle c'est une comédienne de longue date, elle a commencé jeune, et elle était dans Ducobu, il me semble que... C'est le 3, ouais, c'est le 3. Elle était dans Ducobu, donc savoir que dans Ducobu, il y a le personnage de Ducobu, et qui est aussi toujours accompagné un peu de ce deuxième protagoniste, c'est à télote un peu rousse avec les lunettes, voilà, tout ça. Et voilà, je crois qu'elle avait 12-13 ans. Effectivement, elle a joué ce personnage-là, donc c'est une habituée des adaptations, on va dire. Et ouais, c'est totalement juste, ouais, elle a joué là-dedans, et elle a joué ensuite avec nous, enfin, entre-temps dans plein d'autres choses. Mais ouais, c'est très bonne transition pour le coup, bien trouvé. Je vais pas me chauffer, mais voilà. Mais surtout, elle, puisqu'elle est déjà dans ce métier-là, justement, c'est vraiment très bien d'avoir une personne qui est déjà dans ce métier-là. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté justement comme expérience? Déjà, elle va vous amener son expérience, mais en quoi ça vous a aidé dans la conception de ce film? Alors, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé sur son expérience on-set, en gros sur le plateau. C'est-à-dire qu'elle a l'habitude depuis jeune, du coup, d'être sur un plateau de tournage, et pas que moi, je l'ai vu même aider d'autres personnes à s'habituer à un vocabulaire, à, par exemple, conseiller sur quoi dire quand elle clap. Posture. Exactement. Il y a beaucoup de choses. Elle a l'expérience d'être sur un plateau de tournage et en tant que comédienne. Donc, elle sait comment se déroule un tournage. Et ça a été très bien pour nous. Franchement, ça a rendu l'organisation très fluide. Elle a participé au fait que tout le monde puisse être à l'aise elle a aidé un peu tout le monde à se mettre à l'aise sur le plateau, quoi. Donc ça, c'était peut-être le plus gros pan. Et évidemment aussi, le fait qu'elle joue très très bien, qu'elle a un grand recul artistique, elle donnait aussi beaucoup de retours sur les jeux et sur les scènes. Voilà. Et encore aujourd'hui, elle nous file un bon coup de patte, parce que vraiment, avec l'expérience qu'elle a, elle arrive vraiment à bien nous driver de temps en temps sur des trucs et à nous apporter des infos qu'on n'a pas forcément, vu qu'on arrive à peine dans ce milieu-là. Le meilleur exemple, c'est il n'y a pas longtemps, j'ai dû faire une tape, donc jouer un rôle, mais chez moi au téléphone, etc. Et Amine m'a donné la réplique, et elle était là pour faire le retour. C'est-à-dire, elle disait non, mais tu vois, dans les castings, il vaut mieux faire comme ci, comme ça. Parce qu'elle a l'habitude, elle sait faire. Et du coup, elle nous aide toujours sur ça. Autant en théâtre, ça va, je suis rodé. Autant au cinéma, c'est elle qui sait. C'est elle qui lead, ouais. Donc chacun a ses petites singularités, et on est bien complémentaires entre nous, quoi. Équipe 7. Tout à fait. Équipe 7. Ouais. En référence à Naruto. Pour Ah ouais, oui. C'est qui Naruto ici? Moi, je sais même pas. En fait, tu sais ce qui a vu la voix grave, toi, en fait, ténébreux et tout. C'est qui est Kakashi? En fait, justement, c'est ça. Catherine, C'est plus l'équipe 7 de Obito Kakashirin, pour ceux qui ont vraiment les refs. C'est tu vois. bien joué. Ouais. Mais du coup, qui est Rin? Qui est c'est- Obito? Et Moi- qui est Kakashi? On a Kakashi, Obito et Rin avec Lilou. Ok. Elle a dit qui est Rin Bah, comme ton si elle destin allait n'est dire pas c'est moi. fameux Rin. alors. Hein. Ouais, on va essayer de partir en beauté. On va essayer de partir en beauté. Voilà, On est parti en couille. Hein. On digresse, mais Donc là, c'est pas l'entertainment. Donc là maintenant, énième bug, mais c'est pas grave, ça arrive. Donc la question que j'allais vous poser sur le film en lui-même. Ouais. Maintenant, ok, on a parlé de la réalisation, on a parlé de la post-prod, etc. Tu as amené ce film au Cézanne à Aix. Quels ont été ce que tu as reçu comme compliment ou comme critique, etc. pour pouvoir t'améliorer, ou juste peut-être qu'il y avait des... Peut-être toi, quand tu as vu ton film, parce que tu sais, quand tu fais ton produit, tu as deux possibilités. Soit tu es quelqu'un qui, entre guillemets, tu te casses dans le sens du poil, ouais, je suis un tigre, je suis trop fort, je suis un monstre, je suis boosté. Ou sinon, tu es l'inverse, tu dis, toi, justement,
c'était de quelle manière, toi, quand tu as regardé ton... L'approche des premiers retours, en fait. Voilà, l'approche des premiers retours et ton approche à toi et à ton équipe, justement. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce truc d'avoir assumé de faire un film qui, de base, n'allait pas être compréhensible pour tout le monde. Donc, je savais que les retours que j'allais avoir, ça allait être des retours de tout le monde, en fait, qui n'avaient pas forcément compris l'Alexandrin, etc., etc. Donc ça, je partais de ce principe-là. Et forcément, les retours qu'on m'a fait, c'était plus comme le jour J au cinéma. On m'a dit, voilà, pourquoi tu as fait ce choix-là à la fin du film, pourquoi elle garde la bougie au lieu de la faire tomber. Enfin, on m'a fait des trucs très, très précis. Mais au sens large, j'ai pas eu de retour, on va dire, pour la réalisation. Ouais, voilà. Pas forcément dans le sens où, en fait, il y en a qui m'ont dit, ouais, c'est trop bien, j'ai kiffé. Il y en a qui m'ont dit aussi, bah, ça m'a pas touché, j'ai pas trouvé ça touchant, j'ai pas trouvé ça, voilà. Et pour moi, c'est légitime. Parce que de base, l'envie, c'était de faire un truc entre nous. Et donc, forcément, quand au cœur de ça, il y a l'envie de se régaler, c'est pas forcément ouvert aux autres. Et aussi, faut l'admettre, c'est un premier exercice, donc il y a beaucoup de défauts, mais moi je m'en rends compte. Et pour répondre encore plus précisément à ta question, j'avoue qu'une fois que je l'ai fait, une fois que je l'ai concrétisé, une fois même que j'étais au cinéma, après tout ça, après tout l'événement, bah, j'étais un peu en mode, ok, maintenant que c'est fait, je vois un peu tous les défauts, je vois tous les problèmes, et j'arrive pas à en être satisfait. J'ai directement la vision sur ce qui vient après, et me dire que maintenant j'ai envie de me relancer sur autre chose, et tout en sachant ce que j'ai fait là, et voir éviter tout ce que je vois que j'aime pas. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de satisfaction à travers ce. Je suis pas ingrat vis-à-vis de mon propre projet, c'est pas ça que je dis. Mais moi, là où ce que j'ai le plus kiffé, là où je suis le plus reconnaissant vis-à-vis de tout ça, c'était pendant le tournage, parce que c'était ça que je voulais faire, c'était de me régaler avec mon meilleur collègue, à faire des épées et tout. Voilà, c'est ça. Maintenant, tout ce qui vient après, l'ampleur que ça a pris, je m'attendais pas. Donc voilà. C'est-à-dire que parce qu'à la base c'était un projet entre potes. C'est ça. Qui s'est développé malgré toi en fait. C'est ça. C'est-à-dire que même les critiques qu'on me fait vis-à-vis du film et qui sont surtout positives. Enfin, il y a qu'une seule fois où on m'a dit que voilà le film il avait pas trop touché. Toutes ces critiques sont positives, mais ça me fait pas tant plaisir que ça parce que j'ai pas cherché à le faire pour le convaincre. C'était vraiment pour moi. Je te comprends totalement. C'est juste un bonus. Je te comprends totalement. Et donc j'arrive pas à en tirer satisfaction. Comme je l'ai dit, moi satisfaction, le pic de ma satisfaction que je l'ai eu quand j'étais là-bas en train de faire l'escrime comme ça ou à cheval, tu vois. Je vais te donner un conseil si je peux me permettre. Ouais. Sur le perfectionnisme, sur le fait que justement t'es pas satisfait de ton propre rendu. Moi je me reconnais clairement en toi. Moi je suis un éternel insatisfait. Oui. Vraiment, moi par exemple que ce soit un podcast, que ce soit un projet, que ce soit un truc dans le cinéma, je suis jamais satisfait parce que je me dis je pouvais faire mieux. Le souci quand t'es comme ça et que si ça devient de manière récurrente, il faut être comme ça aussi, d'être perfectionniste pour pouvoir s'améliorer, mais dans le but de s'améliorer. Pas dans le but de se dénigrer, tu vois. Mais là c'est un peu différent quand même que du perfectionnisme parce que ça peut-être que je l'ai pas dit, mais je pense que c'est hyper important. J'ai absolument pas l'ambition d'être réalisateur. C'est-à-dire que moi je suis que comédien. Ça veut dire que il y a aussi du fait que en soi avec tout le respect que j'ai pour ce travail et tout, je m'en moque d'être réal. Moi, je voulais faire ça parce que je voulais vivre cette histoire, donc j'ai décidé de la réaliser parce que personne ne l'a réalisée, tu vois. Mais en soi, j'ai pas d'intérêt à être réalisateur. Ça veut dire que quand on me fait des retours constructifs, négatifs, positifs, peu importe, sur cet aspect-là, j'ai rien. Ça touche pas trop. Ouais, genre. c'est ça. Ouais. J'ai aucun aspect à recevoir de ça. En fait, j'ai pas de. Ça me fait ni plaisir ni pas plaisir. Tu vois ce que je veux te dire ? Tu préférerais qu'on te fasse des compliments peut-être ou des remarques sur ton jeu à toi. Tout à fait. Là par exemple, pour le coup, là, je vais être beaucoup plus comme n'importe qui en fait. Parce que ça va te servir au futur. Voilà. Et là, je vais être beaucoup plus réceptif, tu vois, et naturellement, tu vois. Alors qu'au côté réalisation, ça me fait vraiment plaisir qu'il y a beaucoup de gens qui aient kiffé et je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas kiffé et c'est tout. Enfin, du coup, je suis pas en mode putain, la prochaine fois, faut que je les choque avec un truc. Parce que ton but, c'était pas de les faire kiffer ou de pas les faire kiffer. Ça. C'était de toi faire kiffer. Exactement. Donc, et t'as tout résumé. C'est pour ça que, pour répondre à ta question encore une fois, au niveau des retours et des critiques qu'on m'a fait, comment je le reçois, comme j'ai pas l'ambition d'être réalisateur, je le reçois un peu à côté, quoi. Après, alors que c'est très positif, encore une fois, je le dis, on m'a fait que des trucs positifs. Donc, Mais c'est ça, le truc, c'est que des fois, une carrière peut se débloquer, mais par accident. Ouais, c'est le chemin de l'art dramatique. Je veux dire, tu commences, t'es là, tu fais du cinéma. À la base, moi, je suis parti au conservatoire parce que je voulais faire du cinéma. Au final, je suis tombé amoureux du théâtre. Aujourd'hui, je me vois pas faire que du cinéma toute ma vie et puis c'est tout, quoi. Parce que ça fait partie intégrante de moi, le théâtre, maintenant. Donc, il y a ce truc où
explores toujours des nouvelles choses et tu découvres. Et Bah oui. voilà. Et dernière chose avant qu'on termine ce nouveau podcast, sur la dernière scène du film, Ouais. tu le butes. Tu meurs, mec. Tu le butes. Et en fait, Spoil direct, c'est pas bien. Ah, Après la vérité- pièce elle est sortie. il y a- Oh là là. c'est Non, pas que le mais- cacher, eh, mais eh, Sunset n'était pas né. hein, Il y a- donc voilà. Ouais, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais lu ou vu une adaptation. Rectification, il y a des chances qu'il te tue. Non, en vrai, s'ils veulent voir le film, on le mettrait pas dans la description? Ah bah oui, moi de toute façon, je pense qu'il y aura. Ça va pas être Mais possible. ça va pas être possible, Ça va ça. pas parce Non, qu'il y a- ça va pas être Eh non, possible. ça va pas être possible, frère. Non, ça pour le coup, c'est le seul truc un peu compliqué, c'est que là, ce film aussi, il y a un truc avec, entre guillemets, qui nous tient à cœur, c'est qu'on a tellement kiffé l'aventure, Mm. on aimerait aller plus loin encore. Mm. Et donc, soit en faire un long métrage, soit faire une seconde partie, en gros 1-2, mais en court métrage, voire une trilogie pour compléter l'histoire au complet. Donc c'est comme un pilote, en fait. C'est ça, Ou plutôt un teaser. exactement. Le but, en fait, c'est un peu de montrer ce qu'on est capable de faire et ensuite peut-être se faire produire, etc. Donc pour l'instant, on ne peut pas le diffuser au global au public parce que je sais pas, hein, ça se trouve, il y a des producteurs qui vont me dire non, bah, il est diffusé, donc tout le monde peut s'en servir, etc. Enfin, pour l'instant, on le garde pour nous. Mais après, Et, c'est un moyen de communication facile aussi, Internet. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y a d'autres courts-métrages qui viennent pour cet aspect-là et qui Mm. sont déjà tournés et qui vont pas tarder à sortir d'ailleurs. Ah, Putain, mais il nous fait des exclus, il s'en rend même pas compte. Voilà. Alors attends, juste terminer sur ça, après on va faire les exclus, t'inquiète. La fin de ce court-métrage, Ouais. alors là, c'est ma vision de ce que j'ai pu comprendre. Ah. Je te mets dans ton personnage, tu es amoureux de cette fille, Mhm. sauf que son père, il est un peu. Il a hagar ton père, on va dire. Voilà. Exact. Voilà, pour faire en mode street. Mais tu es tiraillé parce que tu aimes cette fille, mais tu veux venger ton père. Ouais. Donc au final, tu le butes. Ouais. Mais justement, en fait, je sais qu'au making-of, parce que ça, vous l'avez dit, qu'en gros, la bougie qui était allumée tout le long, elle s'éteint à cause du vent. Mais moi, ma perception des choses, tu C'était tu le me désir de la diras, fille. je voyais la bougie s'éteindre, et moi, je me suis dit, peut-être que l'amour s'éteint justement Ouais, parce c'est qu'il a pris sa l'amour, la décision. Bah, c'est le. En fait, enfin, c'est pour moi même, c'est vraiment explicite que c'est ça. Quoi. En gros, Oui, oui. techniquement, en fait, si tu veux, tu as parlé d'amour. Il y en a d'autres qui ont projeté autre chose. Mais grosso modo, il y a quelque chose qui s'éteint à ce moment-là. Moi, je sais exactement ce que c'est, comment, pourquoi. Je vais pas le dire. Mm. C'est pas pour faire la star du réalisateur mystérieux. Hein. Non, mais C'est juste peut-être que- le futur. C'est juste qu'il y a ce truc de mettre à l'image, justement, c'est le principe d'une adaptation. Pour Oui. moi, c'est que dans un film, faut laisser les images raconter. Ouais, l'interprétation à chacun. Exactement. Et là, pour le coup, cette dernière scène où on voit la bougie éteinte entre les deux, elle est pour moi très évidente, hein, mais et j'ai fait en sorte de ne pas parler particulièrement d'amour. Peut-être qu'il y en a qui vont y projeter du destin, peut-être qu'ils vont y projeter, je sais pas moi, de l'honneur, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'éteint. C'est à nous de faire notre propre perception. Exactement, mais je pense C'est que de peu l'art, importe hein. celle que vous faites, le contexte est assez explicite pour que les propositions que vous faites sont toujours justes. Oui, Mais c'est ça qui est intéressant que j'ai trouvé dans cette fin. Et voilà, c'est pas la fin la plus subtile, justement, mais mais c'est au moins efficace. elle raconte quelque chose. Mais c'est hyper efficace. Tout à fait, ouais. C'est hyper efficace. Et surtout- Surtout, ça laisse un suspens. Bon, vous n'avez pas lu la pièce peut-être, mais la fin de la pièce, là pour le coup, je vais spoil. Aïe, 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 aïe. Mais c'est hyper intéressant, c'est pertinent pour le coup, parce que la fin de la pièce tout court termine aussi dans cette douce amertume. Parce que Ouais. même à la fin de la pièce, on ne sait pas si Rodrigue et Chimène se remettent ensemble ou pas. Oui. On ne sait pas. Et c'est laissé vraiment sur ce vraiment la Fin ouverte. C'est ça. Et donc, je me suis dit, le court-métrage va pas aller jusqu'à la fin, mais je vais essayer de donner le même goût qu'à la fin du livre. Pour qu'il se suffise à lui-même. Exactement. Mm. Pour que au moins les gens puissent avoir une vue, on va dire, une projection globale de ce qu'est le Cid. Quoi. Donc, c'est Mm. pour ça qu'il y a cette fameuse flamme éteinte à la fin. Merci d'avoir répondu à ma question, mon cher Riyad. Avec plaisir. Bah, maintenant, la suite, justement, tu as dit que tu as pu être. Maintenant, il y a 2 agents qui sont avec toi. Ouais. Mais maintenant, là, tu viens de pas. Merci, dire... Séquence Sud. Merci, c'est qu'en Sud. Et tu viens de parler de courts-métrages déjà réalisés. Ouais. Tu viens de parler de l'objectif de faire peut-être une trilogie Le Cid. Hein. Ouais. J'extrapole un peu. Bah, dis-nous un peu plus déjà pour les courts-métrages. Ok. Et voilà. Bah, déjà, de base, pour l'instant, c'est que des perspectives, des ambitions, il n'y a rien de concret. C'est-à-dire que j'aime bien avoir le Cid sous le coude. Ce que je dis par là, ce que je veux dire, c'est que on a fait le 1. On a fait le truc. Le cœur. Voilà, c'est ça. On a fait ce premier court-métrage et on a tellement kiffé l'aventure que tous de notre côté, on continue à essayer de poursuivre notre chemin professionnel. Comme là, justement, grâce au CID, justement, j'ai pu avoir un agent parce que le CID, voilà, c'est Séquence Sud, donc c'est l'agence de Lilou
qui a vu le film grâce à Lilou. Et du coup, grâce à Lilou, techniquement, j'ai pu rentrer dans l'agence parce qu'ils m'ont contacté et ils ont pris mon profil, quoi. Et maintenant, je suis représenté par eux également aussi. Et donc, ce film nous a apporté plein de choses. On s'est dit, on va continuer à faire nos chemins professionnels chacun de notre côté, mais à côté, on reste ensemble, on travaille ensemble et on continue à travailler sur le site. On fait la suite, et puis la suite. Et puis, en fait, c'est quelque chose qui permet de rester en cohésion, de rester dans le travail, de rester dans le développement et de jamais rien lâcher, en fait. On n'attend pas que c'est bon, on l'a fait, maintenant, les opportunités qui viennent, on les prend, et c'est bon, on a fini, on n'a plus rien à faire avec. Vraiment, l'objectif, c'est de continuer le seed pour continuer à recevoir tout ce que ce projet peut nous donner, en fait. Donc c'est pour ça que, et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'honneur et l'amour, ça c'est un pas. Donc on va aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé au final. Et on est tous unanimes là-dessus. Alors ça va se faire ou pas, on verra. Mais en tout cas, l'envie est là. On espère pour toi en tout cas que ça va continuer, que ça va... On espère clairement pour toi, hein, et pour tous ceux qui veulent également rentrer dans ce milieu-là qui est le cinéma. Riyad est l'exemple, Amine également sont l'exemple que c'est pas parce que tu viens d'un certain endroit et que tu n'es pas d'une certaine classe sociale que tu peux pas faire ce que tu as envie de faire. Il faut juste faire ce que vous aimez et des fois, d'un coup, ça explose. Il a fait les choses avec amour et regardez, malgré les problématiques, malgré les montagnes, malgré les murs, il a réussi soit à les fracasser, soit à les surmonter, soit à les contourner, mais arriver au résultat final. Non seulement ça lui a plu, mais ça a plu aussi au public malgré lui, parce qu'il s'y attendait pas. Je pense vraiment que les gens sous-estiment à quel point ils sont capables de faire des choses. Et c'est compliqué parce que ça, pour le coup, c'est le plus gros problème, c'est la sensation d'illégitimité. Et si on la surpasse, je pense qu'on est capable d'accomplir beaucoup de choses. Tout ce qu'on a fait là aujourd'hui, hein, je parle pas que de moi, mais de vous aussi. Hein. Ce podcast, tout ça, ça part d'envie, ça part de nécessité de produire, ça part vraiment de la volonté de créer. Et quand elle est là, peu importe à quel point au début tu peux dire je sais pas si je vais, moi je peux pas, si je pense appartenir à ce monde ou pas, faut le faire et puis c'est tout. Mais tout comme toi, nous à la base on a fait ça juste pour le délire entre nous. Exactement. Juste pour dire des conneries sur le cinéma. Juste pour dire des conneries sur le cinéma. Puis après c'est parti en mode et si on faisait des critiques, et si on faisait des émissions, et après on en est là. Pas besoin d'être professionnel, d'être hyper éduqué surtout, faut juste le kiff. Des mindsets, de l'excellence et faire il faut être passionné, il faut suivre vos passions. Moi honnêtement, du travail. Exactement. Moi je pense que être passionné par quelque chose, faut pas forcément, t'es pas obligé d'être connaisseur et fin connaisseur de la chose pour commencer à en parler. Tu peux découvrir un domaine et tellement être enthousiasmé par le truc, même si tu connais rien, commencer à vouloir échanger avec d'autres personnes. Tu peux créer un podcast sur un truc que tu découvres parce que t'aimes tellement le truc que tu veux en parler simplement. Pour moi, tout est légitime. Tout le monde est légitime à faire ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est le message que j'aimerais que les gens retiennent, s'il y en a un à retenir en tout cas. Voilà. En tout cas pour le site. Après, comme je dis, il y a d'autres trucs qui viennent après. Retenez ce message. En tout cas pour le site. Ouh, tu les menaces, Fad. Non, mais c'est important. C'est important. Retiens ce qu'il te dit là. C'est un très bon message pour les personnes qui nous écoutent et c'est aussi le message de fin de ce podcast. Et oui. Arrête. En tout cas, ce fut un plaisir. Riyad, Amine, Rémi, ça m'a fait plaisir de discuter de cinéma avec vous. Partagé. J'espère qu'on se retrouve dans d'autres podcasts. J'espère qu'on va se retrouver dans d'autres podcasts. Et en parlant de prochains. Peut-être, il y a un autre court-métrage qui va sortir sûrement avant la fin de l'année. Donc, je vous l'enverrai. Est-ce que tu as le titre à nous dire en avant-première? Ouais, ça s'appelle Ma Résidente et c'est un peu horrifique. Horrifique. Ouais. Oh. Avec toutes les bouses d'horreur qui sortent. Entre la poésie et l'horreur, je pense que ça va plaire à pas mal de gens. Tu me fais peur. Quoi? Attends, j'ai réfléchi à une phrase. Tu me fais peur. Il est quelle heure? Non, ça marche pas. Bref. Tu essaies de le faire en Alexandra? Ouais, j'essaie de le faire en Alexandra, Tu me fais peur. Il est quelle heure? J'ai les chocottes, Choco Pops. Non, ça marche pas. Dommage. Miséricorde. Oh, miséricorde. On demande pardon à Corneille. Ouais. Corneille, pardon. C'est la fin. Parce qu'on vient de loin. Corneille et Bernie. Deux pardons à Corneille. On est parti en couille, ça y est. Pardon, à la base, on était parti sur cette délire comme ça. De base, on devait dire au revoir. Ouais. Finalement, on continue. Bref, c'est la fin de ce premier épisode. Bah oui, l'épisode pilote est passé avec Youssef. Là, c'était le numéro 1 sur YouTube avec Amine, Riyad et le vagabond, mon ami le gaillard, mon ami Rémi. J'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis régalé, que ce soit pour parler de Smash Image, que ce soit parler de court-métrage, de parler de réalisation, d'acting, etc. En tout cas, je me suis régalé et j'espère vous revoir dans d'autres podcasts avec nous. Et en parlant de prochains podcasts, Predator Badlands qui est sorti au cinéma, on va en parler la semaine prochaine, mais pas que.
de Predator Badlands. On va parler de tous les Predators. Et oui, parce que c'est une saga. Qu'est-ce qui est devenu cette saga? Qu'est-ce qui est devenu cette saga? Pas grand-chose. Et donc justement... Directement les grands mots. Toujours. Excuse-moi, mais attends. Bon, on va pas spoiler. Vous nous écouterez la semaine prochaine et me rend pas fou, voilà. Donc, en tout cas, L'empereur le guide a parlé. L'empereur le guide a parlé et l'empereur a le mot de la fin. Et le mot de la fin est le suivant. Si vous avez aimé un film, c'est vous les gagnants. Bref, on se dit à la semaine prochaine et au revoir. Au revoir.